Bonjour, merci de nous rejoindre sur Public Sénat ce matin. Je vous propose de revoir ensemble la séance d'hier soir à la Haute Assemblée. Le Sénat qui a adopté cette nuit en deuxième lecture le projet de loi du gouvernement concernant l'agriculture. Je vous rappelle que ce texte vise à favoriser l'agroécologie tout en renforçant la compétitivité de notre agriculture française. Donc, vaste programme. Parmi les amendements qui ont été adoptés par le Sénat cette nuit, eh bien, notamment un amendement qui permet aux organisations professionnelles du secteur de bénéficier d'espaces d'information dans les télévisions et radios publiques afin de promouvoir les produits agricoles français frais. Un autre amendement reconnaît le cidre et les bières locales comme appartenant au patrimoine culturel gastronomique français. Et puis plus important pour le Sénat, eh bien, le Sénat qui a rétabli l'autorisation d'abattre des loups lorsqu'ils attaquent des élevages. Ça, c'était un point de divergence avec l'Assemblée nationale qui avait enlevé cette autorisation d'abattage des loups. Donc il va falloir voir en commission mixte paritaire ce qui va se passer entre l'Assemblée nationale et le Sénat autour des loups. Et puis, dernier amendement adopté par le Sénat hier, un dispositif pour mieux encadrer la dérive des produits phytosanitaires lors d'épandage. Il y a eu des cas récents, notamment en Gironde, dans les vignes, à côté d'écoles. Donc, le Sénat a adopté hier soir un dispositif pour mieux encadrer ces épandages. Donc, direction tout de suite l'hémicycle du Sénat pour revoir la deuxième lecture et le vote autour de ce projet de loi agriculture. C'était hier soir dans l'hémicycle du Sénat. Très bonne séance à tous. Alors, 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Gattolin. Oui, Madame la Présidente, cet amendement vise à limiter la déprise forestière nécessaire dans le cadre de la construction d'une filière bois et de préserver les usages de la multifonctionnalité de la forêt. En abaissant le seuil minimal obligatoire du coefficient multiplicateur du reboisement après défrichement, l'incitation au défrichement est maximale. Elle l'est d'autant plus que le défricheur pourra automatiquement choisir de s'abstenir de reboiser en versant une somme compensatoire. Cet amendement propose de dissuader le défrichement et par ailleurs, il propose de laisser la possibilité à l'administration d'empêcher de brader la forêt. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gattolin. Le 151 de M. Patria tombe. Le 139, c'est M. Requier qui le présente. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les travaux de boisement ou reboisement pour compensation étant devenus une obligation plus qu'une faculté de l'autorité administrative, il serait plus équilibré de revoir dans le même temps le coefficient multiplicateur. Actuellement compris entre 2 et 5, les députés l'ont passé de 1 à 5. Avec cet amendement, il s'agit de proposer une fourchette comprise entre 1 et 3 pour limiter les conséquences du reboisement sur la disponibilité des terres agricoles. Là aussi, il s'agit d'éviter la concurrence entre les terres forestières et les terres agricoles. Je rappellerai que la forêt gagne 40 000 hectares par an. Il convient également de veiller à l'équilibre économique des exploitations agricoles, en particulier de celles des nouveaux installés pratiquant le défrichement, car ces derniers devront acheter plus de surface pour pouvoir remplir leurs obligations de reboisement. Merci, Monsieur Requier. Je vais demander l'avis de la Commission sur l'amendement Gattolin 115 et le 139 de M. Requier. Oui. Non, il y a 2 identiques. C'est le 115 et le 151 qui est tombé, puisqu'il n'est pas défendu celui de M. Patria. Donc vous avez 2 avis à donner. Oui, l'avis de la Commission est plutôt défavorable. On conçoit bien que la compensation à accorder peut être variable et peut sembler quelquefois excessive. Mais je pense qu'il faut faire confiance au préfet et à l'autorité administrative qui, je vous le rappelle, agit toujours dans le cadre des travaux du Conseil régional de la forêt et des produits forestiers et du bois maintenant. Il y a là une réflexion sur les stratégies forestières. Et dans une région donnée, il y a des forêts très précieuses qui méritent 5 de coefficient multiplicateur. Puis il y a des forêts moins précieuses qui méritent 1. Prenons l'exemple d'une forêt suburbaine qui joue un rôle fondamental
aux abords immédiats d'une commune, d'une ville, ben là, l'autorisation de défrichement, il faut lui donner un coefficient maximum. Et si par hasard vous êtes dans une zone de montagne surboisée, ben, ma foi, le coefficient 1 peut sembler suffisant. Et c'est au préfet et à l'administration de juger du bon tarif. Et je crois que le limiter serait une erreur. Pour ça que la Commission émet un avis défavorable sur ces amendements. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, votre avis? Madame la Présidente, sur les deux questions, il y a la compensation 1 à 5, il faut le maintenir. Ça a été dit, le préfet doit avoir la latitude de pouvoir choisir. Il y a des forêts extrêmement précieuses, je reprends le terme du rapporteur, qui méritent que lorsqu'on les touche, les compensations soient élevées. Sinon, on les touchera. Et puis, il y a des forêts qui ne méritent pas. Et donc, le fait qu'on ait une palette de 1 à 5 permet justement au préfet d'avoir la latitude d'ajuster la compensation. Deuxième point, cette loi va changer des choses. Puisque le défrichement et le reboisement qui est lié, sur un défrichement, on pourra alimenter de manière financière le fonds stratégique. On n'est plus du tout dans la même logique d'obligation. Je le dis par rapport aux terres agricoles, puisque c'est toujours ça qu'on en a à la tête. On doit reboiser, donc on va prendre sur les terres agricoles. Non, justement, pour la première fois, on offre la possibilité, lorsque vous défrichez, la compensation peut se faire de manière financière pour financer le fonds stratégique qui lui-même va être un outil de reboisement. Donc on a plutôt bien équilibré les choses. Il ne faut plus qu'on soit uniquement dans le débat qu'a pu exister. Toute compensation se fait sur des terres agricoles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc je trouve qu'il faut rester dans l'équilibre du texte actuel. Et donc je suis, comme le rapporteur, défavorable aux deux amendements. Merci, Monsieur le ministre. Donc c'est deux avis défavorables, n'est-ce pas? J'ai bien entendu? Deux avis défavorables. Merci. Très bien. Je vais mettre... Oui, Monsieur Bailly. Oui, toujours un peu sur le même sujet, Madame la Présidente. Moi, j'allais dire aussi que je n'allais pas accepter cet amendement, parce que même de ramener de 1 à 3, moi, je pense toujours qu'aujourd'hui, on est en train de limiter considérablement, et ce pour des raisons agricoles, et j'y souscris, à condition non plus de ne pas tomber à l'extrême, parce que c'est vrai qu'on a vu des lotissements se faire sur des parcelles de 1500 mètres carrés. Maintenant, on veut faire construire les gens 600 ou 700 mètres carrés, alors qu'ils sont presque, comment? Et puis, non, mais je parle de la ruralité, moi je connais pas assez les villes, de la ruralité. C'est ça ou c'est pas ça? Et qu'en même temps, comment voudriez-vous que ces gens comprennent qu'on supprime 1 hectare de bois quelque part et qu'on va en replanter 3 et qu'eux, on les obligera pour des problèmes d'espace, eh bien, à vivre pratiquement chez le voisin parce qu'ils n'ont qu'une parcelle de 600 ou 700 mètres carrés. Alors, je crois que cet amendement, il faut voter contre. Par contre, je suis d'accord avec l'amendement qui suit de Mme Bourzaï, qui dit qu'on parle d'équivalence, mais on ne parle plus du tout de ces coefficients de 1 à 3. Donc, je vote contre cet amendement 139. Merci, Monsieur Bailly. Je vais mettre aux voix d'abord l'amendement 115, qui a été présenté par Monsieur Gattolin. Deux avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci, chers collègues. Abstention, il n'est pas adopté. L'amendement 139, présenté par Monsieur Riquier. Deux avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci, chers collègues. Abstention, il n'est pas adopté. Nous arrivons à l'amendement 95, Madame Bourzaï. Il est retiré. Merci. Donc, nous arrivons à l'article 30. Un vote sur l'article 30. Qui est pour voter l'article 30? Merci. Qui est contre? Abstention. L'article 30 est adopté. Article 30 bis. Un amendement de notre rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques, le 185. Merci. Merci. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention. Il est adopté. Un vote sur l'article 30 bis. Qui est pour voter l'article 30 bis? Merci. Qui est contre? Abstention. L'article est adopté. Article 33. Un amendement 123 présenté par Monsieur Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente. Je propose de défendre le 123 et le 124 puisqu'ensemble, merci, je vois que au moins je recueille quelques suffrages. 111, même le 111. Pardon? Même le 111.
Le 111 est un tout petit peu différent, mais je peux le Bon, faire dans la alors, foulée. présentez les deux d'abord. Voilà. Le règlement européen numéro 995-2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 interdit aux opérateurs la mise sur le marché de bois illégal, dans son article 4.1, et leur impose d'avoir recours à une diligence raisonnée lorsqu'ils mettent sur le marché du bois. Donc, afin que la sanction soit dissuasive, il est proposé ici une amende égale à 2 fois la valeur de l'objet de l'infraction. Je m'explique. La rédaction actuelle du texte n'inclut pas ce caractère dissuasif. Un importateur de bois importe en moyenne plusieurs dizaines de grumes. En fonction de l'essence du bois, le prix peut varier entre 4 000 et 70 000 euros la grume. Pour un lot de 50 grumes, par exemple, et pour un prix par grume qui serait de 4 000 euros, la valeur globale de la marchandise s'élèverait à 200 000 euros. Il s'avère dans ce cas qu'une amende de 100 000 euros ne pourrait pas être considérée comme dissuasive. Une amende égale à 2 fois la valeur de l'objet de l'infraction est bien sûr un plafond, sans préjudice du pouvoir d'individualisation de la peine dont dispose la juridiction de jugement. L'exploitation forestière illégale représente actuellement entre 15 et 20% du bois commercialisé dans le monde, pour une valeur de plus de 8 milliards d'euros, à comparer à peu près aux 10 milliards d'euros dont on évalue le commerce de la drogue dans le monde. Selon Interpol, entre 20 et 40% du bois commercialisé en Europe serait d'origine illégale. La France, à travers ses grands ports, Caen, Nantes, La Rochelle ou Le Havre, est la principale porte d'entrée de ce bois illégal en Europe. Aussi, nous devons prendre nos responsabilités en appliquant très clairement et de manière stricte le cadre européen et notamment en posant les sanctions qu'il valent. Alors l'amendement 124, lui, est un amendement de cohérence avec le précédent. Il condamne les forfaits de vente de bois illégal commis en bande organisée pour une amende qui, elle, cette fois-ci, est égale à 5 fois la valeur de l'objet d'infraction. Je crois que on est sur un sujet quand même vraiment très important parce que nous pensons à notre forêt, mais il faut penser aussi à tout ce qui se produit autour du commerce du bois. C'est 170 000 mètres cubes de bois qui est importé en France en 2013 et je crois qu'il faut être effectivement extrêmement rigoureux, chers amis, oui, sur ces questions-là. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Gattolin, pour la présentation de ces deux amendements. Monsieur le rapporteur, sur le 123 et le 124. Les amendements nous rappellent qu'effectivement, on a plus de 100 000 mètres cubes probablement qui rentrent en France et qu'il s'agit de bois illégaux, mais qui ont des bons papiers. Enfin, s'ils sont entrés, c'est qu'ils ont réussi à pénétrer. Les valeurs indiquées par nos collègues écologistes sont des valeurs un peu exagérées. Vous savez, des grumes qui valent 4 000 euros pièce, c'est rare. Dans le bois importé exotique, il s'agit de... Et alors les prix que vous donnez, ce qui monte à des valeurs bien supérieures, il s'agit d'okoumé ou d'acajou extrêmement rares, et cela, il y en a encore, si, et cela entre de façon tout à fait légale. Non, je pense que, à partir d'arguments un peu flous, on en arrive à proposer des amendes qui semblent exagérées. C'est mon avis, d'où avis défavorable de la Commission. J'aurais tendance à faire complètement confiance au travail approfondi qu'a fait l'Assemblée nationale. J'imagine avec les services fiscaux qui connaissent bien ces questions. Je les avais moi-même étudiées du temps du Grenelle de l'environnement, où ça nous paraît très très compliqué. Et à mon avis, les propositions qui sont faites via l'Assemblée me semblent raisonnables, et donc je suis défavorable aux deux amendements. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, votre avis sur ces deux amendements? Madame la Présidente, sur ces deux amendements, le même avis que le rapporteur. D'abord, si on était sur la proportion en fonction de l'infraction, il y a un problème pénal qui est de l'évaluation de la sanction en fonction de l'évaluation de la valeur du préjudice subi. Donc il faut qu'on soit clair et net. C'est pourquoi est indiqué ou sont indiquées la somme qui est évoquée dans la loi, parce que
pour un tribunal, il faut que les choses soient claires. On ne peut pas discuter d'une valeur pour savoir quelle est la sanction. Bon, donc ça, c'est très important. On ne peut pas accepter cette proposition. Et puis, je voudrais dire quand même que le fait qu'on ait discuté de cette loi depuis loi d'avenir et d'application du règlement européen, et de la manière dont on le fait, avec cette volonté de sanctionner le trafic de bois illégal. Je vous le dis, d'ores et déjà, des contrôles ont été faits, et en particulier par la DRAF sur La Rochelle, sur des bois importés, qui prouvent que ce qu'on appelle la diligence raisonnée commence à s'appliquer, puisque les contrôles qui ont été faits montrent que les importateurs avaient pris soin de faire attention à l'origine des bois, et que donc on a un processus qui s'engage. Et je le dis ce soir, il faudrait qu'on communique, c'est l'application d'un règlement dans le cadre d'une loi française. On avait pris un peu de retard, mais dès que cette loi sera adoptée, c'est enfin des sanctions, des règles qui s'appliquent contre le trafic du bois illégal. Et je pense que tous ensemble, le fait même que les derniers éléments que nous ayons, je vous le dis, sur les contrôles qui ont été à La Rochelle, ont montré que les importateurs eux-mêmes avaient anticipé avec cette belle formule de la diligence raisonnée et justement l'application future d'une loi qui sanctionnera ceux qui font du trafic illégal. Donc franchement, je trouve que là, dans ce débat et avec le texte qu'on a, on a déjà enclenché un processus positif d'application d'un règlement européen qui va, j'en suis sûr et je partage, dans le sens que nous souhaitons tous, éviter ces trafics, faire en sorte qu'on ne pille pas les forêts du continent, en particulier africain ou indonésien, mais qu'en même temps on favorise nous-mêmes notre propre production forestière. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement 123 présenté par Monsieur Gattolin. 2 avis défavorables. Qui est pour? 5. Merci. Qui est contre? Merci. Abstention. Il n'est pas adopté. Le 124 aussi présenté par Monsieur Gattolin. 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 111, Monsieur Labbé. Non, Monsieur Gattolin, pardon. L'abbé n'est pas là, c'est Gattolin. L'objectif de cet amendement, un peu dans la même lignée, est d'offrir la possibilité aux associations agréées de protection de l'environnement de pouvoir engager des instances devant les juridictions administratives en cas de non-respect de la réglementation communautaire relative à la mise sur le marché du bois et des produits dérivés du bois. En son état actuel, le projet de loi permet aux associations agréées de protection de l'environnement d'engager des procédures pénales, mais ne leur permet pas d'ester en justice auprès des juridictions administratives. Et ça nous semblerait normal qu'ils en aient la possibilité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gattolin. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur cet amendement 111. Avis défavorable, Madame la Présidente, dans la mesure où les associations agréées ont la liberté de déposer les recours qu'elles souhaitent. Merci, Monsieur le Ministre. Même avis. Je vous remercie. Je mets aux voix l'amendement présenté par M. Gattolin. 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention. Il n'est pas adopté. Nous arrivons à un vote sur l'article 33. Un vote sur l'article. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention. L'article est adopté. À l'article 33 bis AA, un amendement 186 qui a été retiré avant la séance. Un vote sur l'article 33 bis 2A. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? Merci. Il est adopté. Même vote pour le 33 quater? Mes chers collègues, même vote? Merci. Il est adopté. Nous arrivons à l'article 34. Monsieur le rapporteur, Monsieur Guillaume, au nom de la Commission des affaires économiques, le 174. Coordination, Madame la Présidente. Oula. Coordination. Merci. Je lui mets aux voix un avis favorable de Monsieur le ministre. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention. L'amendement est adopté. Nous arrivons à l'article 34. Un vote sur l'article 34. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention. L'article est adopté. À l'article 36, Monsieur Guillaume, 175. Coordination, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre.
Merci, je le mets aux voix. Qui est pour? Merci, mes chers collègues. Contre? Abstention? L'amendement 175 est adopté. Nous arrivons à un vote sur l'article 36. Qui est pour voter l'article 36? Merci. Qui est contre? Abstention? L'article est adopté. Nous arrivons à l'article 38. Je suis saisie de 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Savary, vous présentez le 76. Oui, Madame la Présidente, le 76 qui concerne l'organisation des chambres d'agriculture, où je voulais vous faire part un peu des remontées que j'ai eues de la Chambre d'agriculture, notamment de mon département, mais qui doit être partagée par d'autres chambres d'agriculture, je suppose. Puisque les élus des chambres d'agriculture ont fixé le montant de la taxe additionnelle au foncier non bâti en tenant compte du potentiel contributif des exploitations de leur territoire et des services rendus par leur établissement dans l'intérêt général des structures agricoles. Et il en résulte donc une grande diversité de prélèvements selon les départements. Et le risque de voir alourdir les prélèvements des territoires les plus fragiles au profit de ceux qui sont les plus favorisés existe. Par ailleurs, les chambres d'agriculture ont engagé l'adaptation de leur réseau autour d'une logique de projet, seule stratégie permettant de maintenir les services nécessaires au développement de l'agriculture dans tous les territoires sans augmentation de moyens. La recentralisation des moyens et leur mise en commun ne favorisera pas la rigueur de gestion nécessaire à tous les échelons du réseau. Ils ont besoin de toutes leurs ressources pour engager les exploitations vers la performance demandée, à savoir la performance économique, sociale et environnementale. Or, l'expérience témoigne que toute recentralisation, quel que soit le niveau d'ailleurs, se fait au détriment du territoire. En outre, la gouvernance des chambres d'agriculture issue des élections de 2013 n'est pas adaptée aux dispositions prévues par ce nouveau texte dans la mesure où elle n'a tenu aucun compte de la démographie professionnelle. Et compte tenu de l'élargissement des périmètres de région, il semble important de ne pas modifier tout de suite les prérogatives des chambres régionales d'agriculture. C'est la raison pour laquelle je vous propose de supprimer l'alinéa 3 de cet article 38, qui a été introduit d'ailleurs à l'Assemblée nationale lors de la lecture précédente et qui interpelle effectivement bon nombre de chambres régionales d'agriculture. Monsieur le ministre, je vous invite à présenter le 154. Oui, cet amendement tend à préciser les dispositions de l'article 38 qui visent à optimiser le fonctionnement des réseaux des chambres d'agriculture en favorisant sa structuration interne et en permettant la mutualisation des moyens entre ses membres, notamment en régionalisant les fonctions support en matière juridique, administrative, comptable et des actions de communication. Bon, cet amendement, parce qu'on est dans un débat sur les chambres d'agriculture. Dans ce débat, je voudrais quand même dire que depuis que je suis aux responsabilités, le choix du travail avec les chambres a été affirmé et conforté à chaque étape, que ce soit sur la réforme de la politique agricole commune ou même dans la loi d'avenir, quand il s'est agi de débattre des sujets liés au GI2E, à la question de l'agroécologie. Vous le savez aussi, on est dans un débat budgétaire extrêmement contraint. Extrêmement contraint. Et l'organisation des chambres d'agriculture, je souhaite qu'elle soit préservée. Préservée. Mais il faut qu'on ait aussi à l'esprit ce que l'on doit anticiper pour l'avenir. La régionalisation, elle a le débat que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le sénateur, mais elle est une réalité. Et ce que je constate, c'est que dans les chambres d'agriculture, plus d'ailleurs que dans les chambres de commerce et d'industrie, la départementalisation aujourd'hui fait que même la PCA n'a pas toujours ni les moyens ni les pouvoirs de pouvoir, comment dirais-je, orienter les grandes lignes politiques. Je ne suis pas pour une centralisation, mais je suis quand même obligé de dire ce soir que nous avons besoin de faire évoluer ce réseau, de donner de la place et de la responsabilité du pouvoir à l'échelon régional,
même s'il a vocation à être élargi. Et deuxièmement, de renforcer aussi, je le dis, en termes de gouvernance, le pouvoir de la Chambre de la PCA à l'échelle nationale. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un amendement, une proposition qui fait que le président de la PCA ne soit pas obligé d'être président d'une chambre départementale. Quand même, il faut qu'on fasse évoluer les choses. C'est ça l'objectif. Alors je comprends, je suis parfaitement au courant, et j'imagine que vous avez été saisi par des chambres départementales, mais je vous le dis, dans ce débat, on a besoin à la fois de conforter le réseau, d'établissements publics absolument nécessaires au développement de l'agriculture, à l'application et à la mise en œuvre de la politique agricole, et en même temps, je le dis aussi, il faut qu'on soit capable de faire évoluer ces structures pour tenir compte des contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui et en même temps leur donner la dimension nécessaire pour conduire ces politiques, c'est-à-dire l'échelon régional et l'échelon national, sans remettre en cause ce qui existe aujourd'hui. C'est ça l'objectif. Je vous demande à partir de là de vraiment suivre et de voter ces amendements. Ils sont très importants pour l'avenir. Merci, Monsieur le Ministre. Nous arrivons au 85 rectifié. Monsieur Lasserre, qu'il présente. Commune. Oui, simplement, mon intervention dans le sens de celle de M. Savary. Vous savez, dans des débats comme celui-ci, me semble-t-il, il faut qu'on se réfère en permanence à la mission des chambres consulaires. Elles ont quand même de grands paquets d'interventions, assurer le développement agricole, assurer la représentation des intérêts agricoles sur leur territoire. Moi, je considère que véritablement, centraliser les moyens financiers sur un plan régional, je pense que ce ne serait pas de bonne politique. Regardons la complexité de ce débat régional. Dans ma région, chacun a présent à l'esprit comment dirais-je, la problématique de sa région. Je vois difficilement des chambres d'agriculture, comment dirais-je, sacrifiées à un modèle de développement défini régionalement. Chez nous, ça partira du Marais Poitevin à la montagne basque. Alors, tout à l'heure, j'en parlais avec un de nos amis qui me disait c'est compliqué, mais c'est complémentaire. D'accord, mais une fois, mettons la plaisanterie de côté, je considère que ces missions que l'on conférerait aux chambres régionales, alors on se gargarise toujours de mots, les chambres régionales mettraient en cohérence l'action départementale. Les chambres régionales définiraient un programme régional. On se gargarise de mots qui, de mon point de vue, sont des mots intéressants mais qui n'ont pas de contenu, et je pense très sincèrement que ce serait un grand pas en arrière, qu'en termes de développement agricole, de représentation des intérêts de l'agriculture, dans un pays aussi diversifié que la France et dans des régions aussi diverses que celles que nous connaissons, ce serait un grand pas en arrière que au nom des économies qui restent encore à prouver, au nom d'une certaine cohérence qui sera quasiment impossible à mettre en œuvre, ce serait dommage de confier le développement, la représentation, qui sont des missions extrêmement délicates, extrêmement fines, qui demandent de l'attention, de l'adaptation au quotidien et en permanence. Ce serait dommage d'altérer cette force de frappe localisée au bénéfice d'une pseudo-cohérence qui, de mon point de vue, ne remplira pas les espoirs que l'on met en elle. Merci, Monsieur Lasserre. Je vais donc demander à Monsieur le rapporteur votre avis sur ces trois amendements. Madame la Présidente, donc là, on touche là encore un point très important. Et c'est un point politique qui rythme la vie depuis une dizaine d'années, c'est régionalisation ou départementalisation. Il faut appeler un chat un chat. Et force est de constater que depuis 10 ans, le pouvoir a été donné aux préfets de région, aux régions et maintenant aux conseillers régionaux pour le deuxième pilier. Et je crois que nous devons tous en être d'accord pour dire qu'avec un cadre national, le ministre l'avait bien précisé, il y a un cadre national, chaque région ne pourra pas faire ce qu'elle voudra. Mais dans ce cadre national, les régions auront à gérer et à attribuer le deuxième pilier. Ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Mais nous sommes dans un moment de grande régionalisation politique. Et on en arrive, il y a eu ce débat sur les chambres de commerce et d'industrie, ça ne vous a pas échappé. Et il y a ce débat sur les chambres d'agriculture, mais on a eu ce débat plusieurs fois sur d'autres sujets. Enfin, les DREAL, elles ont été créées il y a... Mais je dis pas, mais... Monsieur Bailly, je ne porte pas de jugement, j'essaie d'être le plus juste possible. Et je dis simplement que c'est le gouvernement que vous souteniez, ou plutôt les gouvernements que vous souteniez, qui ont régionalisé la vie politique et administrative française. Je ne porte pas de jugement, c'est un acte. Donc, à partir de là, il faut gérer le mieux possible dans ce cas de figure.
C'est de ça dont il s'agit. Et demain, avec les régions grandies, plus grandes, sur lesquelles nous sommes là encore tous d'accord, je ne parle pas de découper, de savoir qui va avec qui, mais sur la taille des régions, nous sommes tous d'accord. Nous l'avons tous écrit et tous dit. Voilà. Donc comment Si, on l'a tous écrit et tous dit. Non mais voilà. Donc maintenant, il faut savoir où on va. Alors l'amendement de M. Savary, qui dit on ne voudrait pas enlever tout le pouvoir aux chambres départementales, mais enfin, grâce au travail du Sénat, de l'Assemblée nationale et de l'écoute du ministre, le registre, qui va avoir à le gérer? Ce sont les chambres départementales. Et on l'a tous demandé. Mais ça s'appelle, Monsieur César, le débat politique et le débat parlementaire. Et au départ, alors que dans la profession, beaucoup pensaient que la MSA, pour plein de raisons, serait plus à même de le gérer, les élus politiques, de droite comme de gauche, et le gouvernement, en accord avec la PCA, ont dit ce sont les chambres départementales qui vont gérer le registre. Ça montre bien qu'on ne veut pas supprimer, enlever du pouvoir aux chambres départementales, non. Mais en même temps, il faut bien faire de la cohérence, il faut bien de la coordination. Et quand vous souhaitez supprimer le renforcement de la coordination au niveau régional, au moment où les conseils régionaux vont avoir à gérer et à verser le deuxième pilier de la PAC, je ne pense pas que ça va dans le bon sens. Là encore, on peut penser des choses différentes, mais dans l'efficacité de l'action publique et par rapport à ce vers quoi nous allons depuis des années, il vaut mieux qu'il y ait de la coordination au niveau régional, nonobstant le fait que les chambres départementales auront encore du pouvoir. Je ne reviens pas, donc avis défavorable sur l'amendement du gouvernement où je mettrai un avis, la commission met un avis favorable sur les possibilités accrues de mutualisation des moyens des chambres départementales et régionales d'agriculture. Là encore, soyons sérieux. Enfin, quand on veut réduire les dépenses, réduire les déficits, réduire tout ce que vous voulez, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas dire on est d'accord, mais pas chez nous. On est d'accord, mais ailleurs. Et la maison brûle, mais je regarde de l'autre côté, non. Donc il faut coordonner. 1992, Madame Prima, vous êtes d'accord? Johannesburg, Monsieur Chirac, président de la République. Ben, on en est là aujourd'hui. On en est là. 92, ça avait commencé, mais il n'était pas président. Mais on en est là aujourd'hui. Et oui, mais 2002. Mais aujourd'hui, on en est là, et il faut mutualiser. Et il faut qu'on essaye de faire un travail de mutualisation plus fort. C'est pour ça que l'amendement du gouvernement, j'y donne un avis favorable. Quant à l'amendement de M. Jarlier et M. Lasserre, ce n'est pas tout à fait le même. Ce n'est pas tout à fait le même, puisque l'objet, c'est de supprimer la suppression de la possibilité pour les chambres régionales d'attribuer un budget pour la coordination des chambres départementales. Donc ce n'est pas la même chose, hein. Non, c'est pas la même. Enfin, ça participe du même débat, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et moi, je pense que dans le cadre de la stratégie régionale que nous évoquons, que j'ai évoqué trop longuement, je m'en excuse, Madame la Présidente, qui se passe depuis 10 ans, on a besoin de coordonner les actions régionales. Donc si nous arrivions ensemble à nous rendre compte de la situation, il ne s'agit pas de rester figé, mais il ne s'agit pas non plus de partir dans la fuite en avant, de se dire qu'il faut améliorer le fonctionnement, gardons des chambres d'agriculture départementales performantes, avec des moyens, et nous leur en donnons, le gouvernement leur en donne, et notamment le registre et plein d'autres choses, mais en même temps, au moment où la région prend une force politique et économique, au moment où le deuxième pilier est géré par la région, reconnaissons bien qu'elles ont un petit peu moins de travail, et coordonnons, aménageons et faisons en sorte qu'au niveau des budgets, les choses puissent être mutualisées. C'est ça l'objet de ces débats, donc avis défavorable sur le troisième. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, votre avis sur les deux amendements? Même avis que le rapporteur, je ne vais pas répéter, avec exactement les mêmes arguments. Franchement, on ne peut pas dire d'un côté, il faut réduire les dépenses, s'organiser différemment, faire monter le niveau régional, et quand il s'agit de prendre une décision qui ne remet pas en cause l'existence des chambres départementales, mais qui permet de structurer, de réorganiser le réseau, franchement, on n'est pas là pour... Je comprends tous les débats. Et puis, entre les chambres d'agriculture selon les départements, soyons aussi entre nous, ici ce soir, au Sénat, conscients qu'il y a des chambres qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres, bien sûr, et que plus on est capable de mutualiser, mieux c'est pour l'agriculture, je le dis quand même, et je reproche rien à personne. Donc je suis sur les mêmes arguments
que le rapporteur. Et je vous demande donc je suis défavorable aux amendements qui ont été déposés. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur César, d'abord. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi j'étais, dans une vie antérieure, président de la Chambre d'agriculture, président de la Chambre départementale et président de la Chambre régionale. Donc je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, il faut jouer la proximité. Lorsque le président Guillaume, je dis le président Guillaume parce qu'il est président aussi, et il est rapporteur et président, et c'est pour lui dire qu'avec les grandes régions qui sont envisagées aujourd'hui, on éloigne encore l'agriculteur de sa chambre d'agriculture. Nous avons créé dans mon département ce qu'on appelle les ADAR, Associations de développement agricole et rural. Ces ADAR jouent la proximité et sont tout à fait efficaces parce qu'il y a un conseiller agricole à la tête et avec un conseil d'administration à la tête de ces organismes et je peux vous dire que ça marche très très bien. Aujourd'hui, il faut jouer le volontariat. Il faut laisser les chambres régionales et les chambres départementales s'entendre, mais ne pas faire un modèle unique de chambre d'agriculture. Ça me paraît complètement dépassé. Merci, Monsieur César. Monsieur Bailly. Oui, décidément, on ne voit pas les choses pareilles. Chacun peut avoir des avis différents, et là, on a vraiment aussi des avis différents. Bon, je pense quand même connaître un peu les milieux agricoles. J'ai pu, depuis dans mes cheveux blancs, que déjà pas mal baroudé dans ce domaine-là, puisque j'étais, m'embête de le rappeler, mais 13 ans d'une présidence d'une chambre régionale d'agriculture et aussi président d'une chambre départementale dans décalé aussi 13 ans. Donc je connais un petit peu quand même le travail des chambres d'agriculture et on a toujours vu, nous, que c'était le travail de proximité qui payait. Parce que chaque agriculteur, c'est un cas différent. Vous m'excuserez, mais il faut connaître pour un agriculteur, un chef d'entreprise, il faut savoir les capacités, les qualités de cette personne pour savoir approprier le conseil à cette personne en suivant de ses compétences et de ses qualités. Et celui qui me dira que ça, c'est pas vrai, eh bien, je suis prêt à prouver sur le terrain, donc les hommes. Donc tout ça mérite quand même de la proximité. Et il me semble qu'avec les groupements appelés différemment suivant les départements, qui regroupent une trentaine, quarantaine, cinquantaine avec un technicien, ça a été un travail de proximité qu'il faut pouvoir conserver. Or, déjà, quand je vois, je n'ai pas le chiffre ici, sinon je l'aurais donné, combien les chambres d'agriculture vont être amputées, du moins dans ma région, mais je crois que c'est un peu général en France. On dit on va donner les moyens, monsieur le rapporteur, c'est ce que j'ai entendu, je crois, dans vos propos. Eh bien, les moyens, ils sont en grande diminution déjà cette année. Alors, président de chambre régionale, on n'a pas attendu, parce que c'était en 82, je crois. Déjà, donc, vous voyez qu'il y a 30 ans. Eh bien que déjà là, les chambres régionales d'agriculture ont travaillé avec les départements. Par exemple, dans ma région, qui n'est pas tellement une région porcine, on avait un technicien porc pour toute la région. On n'a pas entendu de tout ça pour faire ce travail-là. Et je crois qu'on pouvait continuer et dans beaucoup de domaines. Les bâtiments d'élevage, c'est pareil aussi. C'est apte suivant les secteurs. C'est pas du tout donc l'un technicien spécialisé. Donc tout ce qui était spécialisé sur des productions, sur des branches, était à l'échelle régionale, mais la proximité à l'échelle départementale. Alors moi, je ne vois pas comment ça va être mieux demain qu'hier. Bon, c'est pas que c'était parfait hier, mais je ne vois pas comment. Alors vous avez parlé des DREAL. Alors je peux en parler des DREAL. Dans mon secteur, j'ai les cascades du Hérisson, pour ne pas les citer, qui sont classées. Pour mettre un poteau de cascade du Hérisson, bien entendu, il faut demander l'autorisation. L'Adréal vient sur place. Ils font 210 km pour le faire, l'aller-retour Besançon, alors qu'avant, c'était quand même, depuis Lons-le-Saunier qu'on menait, aller-retour, ça faisait 56-57 km. Alors quand on fait 220 km dans une voiture, eh bien vous savez, on y prend la journée pour venir voir, pour mettre un poteau. Alors si c'est ça que vous voulez avec la proximité, moi je crois qu'aujourd'hui, les DREAL, c'était une grosse erreur de les mettre pas. Et aujourd'hui, quand vous parlez au préfet de l'environnement, ils vous disent c'est la DREAL. Alors, je m'excuse, mais on n'a même plus d'interlocuteurs au niveau du département pour parler des problèmes d'environnement et de ceux que je viens de citer. Moi, personnellement, bon, dans 3 ans, dans 2 ans, on fera le point justement de ces mesures-là, mais je ne crois pas, monsieur le ministre, et je vous le dis bien sincèrement, je ne crois pas, monsieur le rapporteur, dans un sens d'amélioration que les agriculteurs attendent, toujours dans ce souci de proximité. Merci, monsieur Bailly. Monsieur le rapporteur. C'est pas pour allonger. Bon, je sais très bien qu'on en a beaucoup parlé en commission, que sur ce sujet, on peut en parler des heures. Nous n'arriverons pas à nous convaincre les uns et les autres. Bon, alors c'est comme ça. C'est les charmes de la vie politique démocratique. Je veux simplement dire,
plusieurs choses. C'est que s'il y a moins de monde dans les départements, c'est à cause de Madame RGPP. Hein. Disons les choses très clairement. Parce que la RGPP est passée par là et la grande faucheuse a tout ratatiné dans les départements pour reconcentrer au niveau régional. Mais je voulais simplement le dire, n'en parlons pas. J'en viens maintenant au fond. J'en viens au fond en moins d'une minute. Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose, Madame Prima. Ben, on fera le compte. Comme on dit en agriculture, c'est à la fin du marché qu'on compte les OA. Et donc, à la fin du marché, nous compterons ce qui reste comme OA sur le marché et ce qu'il ne restera plus. Simplement, arrêtons-nous, s'il vous plaît, un instant, et je reprends un peu les faux débats. La France adore ça. Pendant 3 semaines, on nous a parlé de la bande des 200 mètres, qui n'a jamais été évoquée une seule fois par le ministre, jamais une seule fois. Il l'a très bien dit tout à l'heure. Ça a été dit par les ministres qui étaient là la semaine dernière, jamais, mais c'est parti dans ne sais où. Et là, j'en viens au texte du projet de loi. Dans le texte du projet de loi, il n'est jamais dit, jamais, que les chambres d'agriculture départementales disparaissaient, qu'elles n'avaient plus de moyens, que tout allait partir à la région. Il est simplement dit, elles assurent l'harmonisation des conditions d'emploi des personnels. Mais c'est quand même pas une injure qu'au niveau régional, comme cela se fait depuis 10 ans, en face de la coordination. Elles encadrent, orientent et coordonnent les actions des chambres départementales. Mais enfin, c'est quand même pas un drame que dans une même région, il y ait une coordination de la chambre régionale pour faire en sorte que les chambres départementales fassent leur travail. Donc moi, ce que je vous demande, mes chers collègues, puis j'arrête là parce que ça ne sert à rien, parce que comme disait quelqu'un que je connais bien, c'est prêcher dans le désert et ça n'amènera à rien. Force est de constater que ce qui est écrit dans le texte, parce que nous sommes là des gens rationnels ou rationalistes, cartésiens, ce qui est écrit dans le texte, ce n'est pas les craintes que vous avez. Donc voilà, regardons exactement. Non, mais je veux que ce soit, mais pas du tout, Monsieur Savary, je veux que ce soit dit et écrit au journal officiel, au compte-rendu de la séance. On peut avoir des peurs, on peut avoir des fantasmes, parfois les fantasmes nous intéressent, on peut craindre tout ce que l'on veut, mais ce qui est écrit dans le texte de loi d'avenir sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ce n'est pas vos craintes. Voilà. Donc continuons à avoir la proximité, parce que c'est par la proximité qu'on sera les meilleurs. Continuons à faire vivre les chambres départementales, nous leur donnons des moyens, avec le registre, avec plein d'autres choses. Pour l'installation, ça continuera à être là, mais regardons une chose, c'est qu'avec l'évolution de la vie politique et administrative française, la régionalisation et avec le fait que les conseillers régionaux vont avoir le deuxième pilier, c'est quand même normal, par cohérence agricole, que les chambres régionales aient un peu d'animation et de coordination. Donc nous n'arriverons pas à nous convaincre. Nous n'arriverons pas à nous... Eh bien justement, si elles le font déjà, Monsieur l'ancien président de la Chambre régionale et départementale, continuons comme cela et je pense que ça sera bien. Merci, Monsieur le rapporteur. J'ai plusieurs intervenants. Monsieur Savary. Oui, mais merci. Permettez-moi de ne pas partager du tout les propos de mon collègue. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est un concept que vous nous exposez, qui est un concept du XXe siècle. On veut tout regrouper. Le concept du XXIe siècle, c'est des regroupements moins importants, tenant compte de la proximité et agissant en réseau. C'est ce qu'il faudra faire, puisque dans la loi qui va être sur la réforme régionale, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir des régions de 10 départements, au lieu de dizaines de départements qui n'ont pas du tout les mêmes vocations. Dans les grandes régions, il y a déjà plusieurs départements. Ils travaillent depuis des années ensemble. Ils ont une orientation déjà proche, etc. Il y avait des arguments régionaux qui les ont réunis. Là, l'approche est complètement différente. Je rappelle que ce qui est important, c'est de pouvoir garder la proximité. Plus la région est grande, plus il y aura besoin de la structure départementale. C'est là qu'on est en opposé par rapport aux projets de réforme régionale qui sont proposés. Et dans le cadre de la déclinaison derrière, à la fois des services de l'État ou ceux des chambres d'agriculture ou des chambres des métiers ou des chambres consulaires, il va falloir revoir le dispositif. Et l'échelon départemental reprendra une nouvelle dimension
compte tenu de ces grandes régions. Je vous rappellerai, Monsieur le ministre ou Monsieur le rapporteur, que quand vous aviez ébauché cette loi, c'était avant la loi sur la réforme territoriale. On ne parlait pas de la suppression des départements à l'époque. On ne parlait pas non plus des grandes régions à l'époque. On ne parlait pas des grandes régions. Donc on voit bien que ce texte était adapté aux régions qu'on connaît aujourd'hui. Et là, effectivement, on peut partager votre analyse. On peut partager votre analyse. Tandis que là, avec la réforme territoriale qui chevauche par rapport à celle-là, dans le cadre des grandes régions, je pense qu'il faut un petit peu d'attente pour voir comment cela va s'organiser avant d'imposer aux différentes chambres consulaires ce que vous voulez faire. Et puis un dernier argument, c'est que les chambres, qu'elles soient les chambres industrielles, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient des chambres des métiers, se rapprochent d'elles-mêmes aux différents échelons. Et je crois que c'est important. Elles commencent à mutualiser un certain nombre de services. Moi, j'ai l'exemple dans ma préfecture de région où elles vont ensemble habiter un bâtiment pour justement rationaliser les coûts. Donc laissons faire les échelons régionaux avant d'aller plus loin et les échelons départementaux pour faire en sorte qu'ils puissent amener le meilleur service au meilleur coût. Merci, Monsieur Savary. Monsieur Lasserre. Madame la Présidente, on se redit les mêmes choses, mais je ne peux pas quand même laisser Monsieur le rapporteur dire qu'on s'accroche à des fantasmes, on s'accroche à des... Franchement, si on a des fantasmes à cultiver, je n'ai pas l'impression qu'on va les nicher à cet endroit. Sincèrement, que voulez-vous? On a tout dit dans cette affaire-là. L'argument qui consiste à dire que ceci n'est que le prolongement de la RGPP, cher Président, nous sommes nombreux dans cette assistance à avoir condamné la RGPP. Moi, je constate sur le terrain... Monsieur Mirassou, arrêtez de claironner, ça ne vous sert pas toujours d'ailleurs. Regardez l'évolution des chambres consulaires, des chambres de commerce et d'industrie. Regardez l'évolution des chambres des métiers. Si nous considérons que dans 3 ans, elles ont trouvé leur moyenne d'épanouissement, y compris pour leurs ressortissants, dites-le moi et prouvez-le-moi. Je considère que l'évolution du consulaire en général dans ce pays, quand je parle de la Chambre des métiers, je regarde l'apprentissage notamment, ce n'est pas une bonne évolution. Alors ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs au niveau de la RGPP qu'on est soutenu ou pas, M. Mirassou. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs qu'il faut les reproduire forcément et s'arc-bouter au prétexte que donc des bêtises ont été commises. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Confier la fiscalité, la gestion des budgets, l'embauche du personnel à des chambres régionales en disant qu'en contrepartie, on discutera avec les chambres départementales pour trouver une... C'est du soporifique qu'on peut administrer à cette heure-ci. Ce n'est pas comme ça que ça se passera. Et moi, ce que je redoute dans cette affaire-là, quand on regarde le bilan des chambres consulaires, c'est que notre initiative, du fait de la perte d'autonomie des chambres départementales, va casser le bien le plus précieux que l'on peut espérer, c'est la culture de l'initiative. La culture de l'initiative. Regardons autour de nous, au niveau du bilan des chambres consulaires, ce qu'elles ont fait de bien, elles l'ont fait toujours parce qu'elles avaient de la possibilité d'investir, et je le dis pour toutes les chambres consulaires, de mettre en route des projets, et je redoute que tout ceci soit terriblement altéré et peut-être même anéanti dans les années à venir. Alors voilà, ce débat, ce n'est pas un débat, vous savez, souvent on dit les départementalistes, c'est des ringards par rapport aux autres. Regardez les débats que nous avons eus dans cette session. On n'a pas arrêté de cultiver les initiatives locales, les circuits courts, les modèles de développement adaptés sur les territoires, des formes de développement et d'activité économique qui échappent un peu au canon que nous connaissions, industriels et autres, et on est en train de détruire justement les outils consulaires qui permettraient de mieux les cultiver. Alors voilà, je trouve que c'est très dommage. Nous maintenons nos amendements, on passera au vote, mais ce n'est pas, vous savez, on ne va pas se dire non plus que tout ceci n'est pas lourd de conséquences. C'est peut-être une des décisions les plus importantes que nous prenons lors de cette session. Merci, Monsieur Lasserre. Très bien. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 76 présenté par Monsieur Savary, qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci, chers collègues. Abstention. L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement présenté par Monsieur le ministre. C'est le 154 qui a reçu un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. Qui est contre?
il est adopté et l'amendement de M. Lasserre tombe. Le 87, M. Lecam, vous le présentez? Oui, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues, ce sera le dernier amendement que je défendrai au nom de Monsieur Paul Vergès. Je rappelle seulement l'engagement du Monsieur le ministre en réponse à ce même amendement en première lecture. Cette question concerne le Code du travail. Un décret datant de 20 ou 30 ans qui relève du ministère des Affaires sociales et du Travail doit être modifié. Bref, cela ne dépend pas de mon ministère, mais on pourrait régler le problème pour la deuxième lecture. Nous y voilà. Pour mémoire, rappelons que le principal syndicat agricole de l'île de la Réunion, la CGPER, Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de la Réunion, bien qu'ayant remporté les élections professionnelles départementales, qu'ayant conquis 23 des 44 sièges de la Chambre d'agriculture, ne figure pas dans les conseils d'administration d'organismes tels que la Caisse générale de sécurité sociale, la Caisse d'allocation familiale, la SAFER, etc. Il faut arrêter cette discrimination qui dure depuis trop longtemps, comme d'autres d'ailleurs, et je fais allusion à la question des retraites des agriculteurs réunionnais, nettement inférieures à celles de leurs homologues de France métropolitaine. Mais sur ce sujet, Monsieur le ministre, nous connaissons votre réponse. Les agriculteurs réunionnais et ultramarins devront encore attendre, malheureusement. Tout comme ils doivent attendre les résultats de cette expertise concernant le financement du régime de retraite complémentaire. Je vous le rappelle, les Outre-mer sont exclus du champ d'application de la Convention collective du 24 mars 1971, comme du champ d'application de la loi du 29 décembre 1972. Ainsi donc, les salariés agricoles ultramarins continuent à relever du régime général et non du régime de protection sociale agricole. Une fois de plus, les inégalités de traitement dont sont victimes les agriculteurs ultramarins perdurent. Dans la majorité des cas, vous le savez, ils vivent sous le seuil de pauvreté. C'est pourquoi je vous demande d'adopter cet amendement. Merci, Monsieur Lecam. L'avis de la Commission, Monsieur Guillaume. Je vais demander l'avis du gouvernement, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. L'avis du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, j'ai bien conscience du sujet et de la difficulté qu'on a à le traiter. Parce qu'en fait, dans les départements d'outre-mer, il n'y a pas de MSA. C'est la Sécurité sociale qui gère les cotisations et les versements des cotisations. Donc, c'est un problème du ministère de la Santé, avec la représentativité qui existe des syndicats. Et là, on est dans un sujet qui est, bon, voilà, pas de la loi agricole, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, je vais essayer de voir comment, parce que le syndicat majoritaire à La Réunion, je sais qui il est, et est-ce que dans les débats qu'il y a dans la gestion de la caisse au niveau de La Réunion, il ne peut pas y avoir aussi des ouvertures qui soient faites, mais en termes de loi sur un amendement comme celui-là, je ne peux pas accepter cet amendement. Monsieur le ministre, y a-t-il des demandes d'explication sur cet amendement? Je n'en vois pas, je vais le mettre aux voix. Donc, avis défavorable du ministre sur cet amendement. Qui est pour? Merci. Contre? Merci, mes chers collègues. Abstention, il n'est pas adopté. Monsieur Guillaume, l'amendement 170. Rédactionnel, Madame la Présidente. Merci, je le mets aux voix. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention, il est adopté. Nous arrivons à l'article 38, un vote sur l'article 38, mes chers collègues. Qui est pour voter l'article? Merci. Qui est contre? Abstention, l'article est adopté. L'article, à partir de l'article 38 quater, Monsieur le ministre, je vous invite à présenter l'amendement 181 au nom du gouvernement. Oui, c'est un amendement qui s'applique après l'alinéa 2 et qui vise à insérer un alinéa dont l'objectif, en fait, est de faire en sorte que l'ensemble des contrats est pris en compte pour déterminer la durée qui permet de transformer les CDD en CDI. Ça vaut pour l'ASP et le CNPF. C'est un amendement technique, mais qui est nécessaire aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Avis favorable lorsqu'il s'agit de déprécariser des emplois. Je pense que ça va dans le bon sens. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'amendement est adopté. Nous arrivons à un vote sur l'article 38 quater. Qui est pour voter l'article? Merci. Qui est contre? Abstention? L'article est adopté. Nous arrivons à l'article 39, un amendement de Monsieur Gattolin, le 114.
Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cet amendement avance la suppression des documents Code de bonne pratique sylvicole, les CBPS, pour se rapprocher du texte initial du gouvernement et de la première lecture au Sénat. Les CBPS ne répondent ni à la mobilisation des bois, ni à la gestion durable des forêts des particuliers et pèsent notamment de manière assez importante sur les finances publiques. C'est la raison pour laquelle nous avançons cette suppression. Je vous remercie. Merci. L'amendement 150 n'est pas défendu, il tombe. Monsieur le ministre, je vous invite à présenter le 157. Oui, c'est le code des bonnes pratiques sylvicoles avec un débat sur quelle est la durée qu'on leur donne encore en termes de continuité. Alors ces codes de bonnes pratiques ont fait l'objet d'un débat. Ce n'était pas à l'origine dans notre objectif. Mais dans le débat à l'Assemblée nationale, il y a eu des discussions. Il y en a eu aussi ici au Sénat. Je souhaite vraiment que, par souci de compromis, on en revienne à ce qui est proposé. C'est pourquoi je fais l'amendement, ce qui avait été le débat à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de terminer avec ces codes de bonne conduite en 2020. Ça me paraît être tout à fait à la fois acceptable pour ceux qui veulent les garder, mais en même temps, nous, on veut aller au-delà et pas non plus trop rapide pour laisser un peu de temps, mais faire en sorte qu'on finisse en 2020. Donc je souhaite vraiment qu'on adopte l'amendement du gouvernement pour 2020. Je vous remercie, Monsieur le ministre. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Alors, je rapporte ces amendements, mais ils découlent directement de l'amendement de notre collègue et ami Philippe Leroy, qui était rapporteur sur la forêt. Et je suis au regret de donner deux avis défavorables, pensant qu'il vaut mieux rester à ce qu'avait la position d'équilibre de la Commission. Monsieur Gattolin propose de le ramener à 2016, le gouvernement dans un compromis à 2020. Moi, pour l'instant, je propose qu'on laisse 2024, on dégage sur 10 ans, 2014-2024. Ça nous semble beaucoup plus efficace pour la suite aussi. Je demanderai deux avis défavorables. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, chef. Oui, Monsieur Leroy. Bien sûr, par solidarité avec le rapporteur Guillaume, je suis défavorable à ces amendements. D'une part parce que le Code des bonnes pratiques forestières apparaît au moins dans l'immédiat comme un bon moyen de regrouper la petite forêt privée. On a besoin d'une diversité de moyens. On a déjà eu ce débat et je souhaite qu'on puisse garder ce code. Et ma foi, donnons-lui 10 ans de vie jusqu'en 2024, de façon à ce que les propriétaires qui l'utiliseront puissent savoir que ça sert à quelque chose. Sinon, c'est un moyen qui ne sera pas utile. Si on dit, voilà, vous allez prendre un engagement, mais attention, dans quelques années, ça ne sert plus à rien. Bon, le gars qui était prêt à faire un pas vers une meilleure gestion va se dire, oh, bah, tout ça, ça me fatigue et j'arrête. Il faut allécher et avoir des moyens qui attirent les petits propriétaires négligents, qui les attirent. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Je crois qu'il faut faire en sorte que ce code des bonnes pratiques forestières soit une sécurité pour ceux qui ont envie de faire quelque chose, mais sans s'y engager totalement. Merci, Monsieur Leroy. Monsieur le ministre. Oui, sur ce sujet, quel est l'objectif qu'on poursuivait Moi, je le dis quand même au passage, c'est de faire en sorte qu'on développe des dynamiques collectives par rapport à une forêt. Moi, ce débat, il aura peut-être lieu dans 10 ans, à la fin, ou en 2014, à la fin des contrats de gestion 2014. 2024, du coup. Mais excusez-moi, un peu de fatigue, là. Bon, si j'entends les débats depuis 20 ou 30 ans, le problème du morcellement de la forêt privée française, c'est toujours le même sujet. Bon. Et à chaque fois qu'on veut essayer d'avancer pour dire organisez-vous, regroupez-vous, mettons en place les coopératives forestières, créons les groupes en intérêt économique, environnementaux, forestiers, faisons un peu plus de collectifs. Eh ben non, il faut rester avec tout ce qui existe, il faut surtout rien toucher, rien bouger, et dans 10 ans, on aura le même débat. Donc moi, je ne vais pas me fâcher ce soir, on a maintenant suffisamment débattu sur ces sujets, mais de temps en temps, je vous le dis, quand même, à chaque fois qu'on veut faire une avancée, il ne faut surtout pas la faire trop vite.
Et puis comme ça permet de ne pas avancer du tout. Et comme ça permet d'ailleurs d'avoir toujours les mêmes débats pendant 20 ans. Eh bien, de temps en temps, j'ai envie de dire, avançons. Merci, Monsieur le ministre. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 114 présenté par Monsieur Gattolin, avec un avis défavorable. Vous voulez vous exprimer, Monsieur Gattolin? Je vous en prie. Oui, non, par solidarité, non pas avec le rapporteur, mais avec le gouvernement, je vais retirer mon amendement pour soutenir celui du ministre. Merci. Merci, Monsieur Gattolin. Bien, alors je vais mettre aux voix l'amendement 157 présenté par le gouvernement, qui a eu un avis défavorable de la commission. Qui est pour? 3, merci, 4. Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 173, monsieur le rapporteur, au nom de la commission des affaires économiques. Oui, ben, redis-moi ça 2 fois. Madame la Présidente, l'amendement 173 s'agit d'un amendement de coordination des modifications faites dans le projet de loi sur la notion de SMI. C'était pour le ramener au bon article, au bon alinéa. Donc c'est purement en coordination, mais je voulais dire de quoi il s'agissait. Merci. Merci. Je le mets aux voix. Qui est pour? Merci, mes chers collègues. Contre? Abstention? L'amendement est adopté. Nous arrivons à l'article 39. Un vote sur l'article 39. Qui est pour le voter? Merci, mes chers collègues. Qui est contre? Abstention? L'article est adopté. À l'article 39 bis, un amendement, je pense que c'est le dernier, non, de Madame Bourzet, 96. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 39 bis a été introduit à l'initiative du groupe socialiste et de Monsieur Deneux en première lecture au Sénat. Notre objectif était clair, faciliter la reconnaissance des propriétaires forestiers afin de permettre une meilleure mobilisation du bois. Dès son introduction, le gouvernement nous a fait part de la nécessité de recueillir l'avis de la CNIL. En seconde lecture à l'Assemblée nationale, il a en conséquence proposé une nouvelle rédaction de l'article afin d'en prendre compte. Seulement, pour bien cadrer le dispositif, il apparaît encore nécessaire de le préciser, notamment sur la question de l'accès aux données. C'est l'objet du présent amendement. En effet, la rédaction issue de l'Assemblée nationale visait exclusivement les entrepreneurs de travaux forestiers. Or, ce ne sont pas les seuls professionnels à même de permettre l'atteinte des objectifs visés. Nous proposons donc, par cet amendement, de permettre l'accès au cadastre aux professionnels de la gestion forestière, toujours dans un objectif de mobilisation accrue de la ressource et de massification de l'offre. Il convient de noter que les entrepreneurs de travaux forestiers ne sont pas exclus par la rédaction proposée, puisque ceux qui réalisent de la gestion forestière peuvent être reconnus comme gestionnaires forestiers professionnels. Par ailleurs, il nous semble important que les maires des communes concernées soient informés de ces démarches. L'adoption de notre amendement satisfera donc le rapporteur Philippe Leroy, qui a déposé une proposition similaire. Je vous remercie, Madame Bourzet. Dernier amendement de ce projet de loi. Monsieur Leroy, l'amendement 97. Il s'agit simplement de compléter l'alinéa en disant que les maires des communes concernées sont tenus informés des démarches de recherche sur le cadastre. Et il serait un peu anormal que le maire découvre par les bruits de la commune, et Dieu sait s'il y en a d'ailleurs dans les villages, que le maire découvre qu'il se passe quelque chose sur son territoire. Donc il vaut mieux l'informer de façon à éviter des difficultés. Merci, Monsieur Leroy. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur ces 2 derniers amendements. Favorable pour celui de Madame Bourzet et de retrait parce que satisfait par le précédent pour celui de Monsieur Leroy. Monsieur le ministre. Même avis. Merci. Je mets aux voix l'amendement 96 présenté par notre collègue Madame Bourzet. 2 avis favorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention. Il est adopté, donc il fait tomber le 97 présenté par Monsieur Leroy. Nous arrivons au dernier article, oui, au dernier. Un vote sur le 39 bis. Qui est pour voter le dernier article de cette loi, de ce projet de loi? Merci. Qui est contre? Abstention. L'article 39 bis est adopté. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission, mes chers collègues, les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la 2e lecture. Je vais m'apprêter à mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Requier.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au terme de ces débats, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture conserve l'équilibre que le Sénat avait trouvé à l'issue de la première lecture. J'espère que la commission mixte paritaire trouvera les bons compromis entre nos derniers souhaits et ceux exprimés il y a 2 semaines par les députés. D'une façon générale, le texte répond aux grands défis de demain, que ce soit l'enjeu environnemental, les relations entre les différents acteurs de la filière, la protection des terres non urbanisées, la performance sanitaire ou encore la formation aux métiers agricoles. Je n'oublie pas non plus la forêt, pour laquelle nous avons adopté plusieurs dispositifs destinés à mobiliser ces ressources exceptionnelles, mais hélas sous-exploitées. Nous sommes nombreux à avoir souligné ici le manque à gagner. Il était important que l'on crée des conditions d'une filière bois dynamique pour freiner les importations, alors que nous disposons de l'un des espaces forestiers les plus vastes d'Europe. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, mon groupe a approuvé le texte en première lecture. C'est donc avec le même enthousiasme que nous allons lui apporter notre soutien ce soir, et c'est d'autant plus que nous avons récolté, si je puis dire, une belle moisson d'amendements au cours des 2 lectures. Pour n'en citer que quelques-uns, je rappellerai celui sur la transparence des activités financières des SAFER, en contrepartie de l'élargissement de leur droit de préemption. La création de zones d'exclusion des loups a également été entérinée pour répondre aux attentes du pastoralisme. L'article complétant le régime des biens de section, s'agissant des biens à vocation agricole, cher au président Mézard, a été rétabli à l'occasion de cette lecture. Et nous espérons que les députés comprendront tout l'intérêt de cet amendement qui vient compléter la proposition de loi adoptée par le Parlement l'année dernière à l'initiative de notre groupe. Bien sûr, de nombreuses autres avancées que le RDSE avait proposées ont été satisfaites. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, nous voterons à la quasi-unanimité ce texte, dont l'une de ses ambitions est bien de changer les pratiques agricoles pour les rendre plus respectueuses de l'environnement. Il sera aussi l'occasion d'encourager l'emploi agricole et par là même la vitalité de nos territoires ruraux qui font l'identité de la France. Je vous remercie, Monsieur Requier. La parole est à Monsieur César. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Pour conclure l'examen de ce projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, je souhaiterais d'abord revenir sur les conditions de son examen. Après une première lecture qui a suivi son cours normal, la seconde lecture a été particulièrement chaotique. L'Assemblée nationale a en effet achevé l'examen en deuxième lecture de ce texte le mercredi 9 juillet, soit il y a moins de 2 semaines. Il s'en est suivi une véritable course contre la montre. Le projet de loi a en effet été examiné par la Commission des affaires économiques le mercredi 16 juillet. Dès le lendemain, c'est-à-dire le jeudi 17 juillet, nous débutions l'examen en séance publique. Entre-temps, il nous a fallu déposer les amendements en vue de la séance publique, avec une date limite de dépôt repoussée, fort heureusement, au début de la discussion générale. En conséquence, les sénateurs n'ont eu qu'une seule journée pour s'emparer du texte issu des travaux de la Commission et pour identifier les dispositions problématiques et pour déposer les amendements y afférents. Voilà qui est tout à fait inacceptable. Cependant, ce sprint législatif ne s'arrête pas là, puisque la commission mixte paritaire se réunira ce mercredi 23 juillet pour que le texte soit définitivement adopté avant la fin de la session. Mais en plus de ce calendrier express qui ne peut que conduire à un examen bâclé du présent projet de loi, l'examen de ce texte, qui devait être décisif pour notre agriculture, a été programmé pour les 2 dernières semaines de session, alors que les élections sénatoriales auront lieu fin septembre. Malheureusement, l'examen au fond de ce projet de loi ne nous suscite pas davantage de bienveillance. Nous comprenons mieux maintenant la volonté du gouvernement d'achever définitivement l'examen de ce projet de loi. Comme nous n'avons eu de cesse de vous le dire, Monsieur le Ministre, ce projet de loi est d'abord silencieux sur de nombreux sujets. Silencieux sur la recherche, sur l'enseignement technique et supérieur agricole, où les dispositions examinées sont quasiment d'ordre rédactionnel. Silence sur la répartition de la valeur ajoutée, à part peut-être l'article 7, avec le renforcement du rôle du médiateur des contrats. Silence également sur les questions contractuelles. Silence sur l'accès au foncier, l'article 13, ne fait qu'ajouter des contraintes supplémentaires. Pire encore, le texte soumis à notre examen est également silencieux lorsqu'il est question de définir l'agroécologie, qui est pourtant le concept phare de ce projet de loi.
Ces oublis me font dire que le projet de loi est davantage inspiré des incantations écologistes que par les légitimes revendications du monde agricole. Mais dans ce texte, il n'y a pas que des oublis, il y a aussi des dispositions ostensiblement contraires aux intérêts des agriculteurs. Première de ces dispositions, le bail environnemental à l'article 4, qui va encore une fois complexifier l'accès au foncier. Notons toutefois à l'article 4 l'obligation de déclaration annuelle des quantités d'azote à usage agricole vendues. Pour revenir à la question du foncier agricole, un mot sur la préférence des SAFER pour l'exploitation biologique en cas de vente, disposition introduite par l'article 13 dont j'espère là aussi qu'elle ne soldera pas par une restriction de l'accès au foncier agricole. Pour conclure sur l'accès au foncier et donc sur l'accessibilité aux surfaces agricoles utiles, je voudrais dire un mot sur l'article 23. Même si les dispositions relatives aux interdictions d'épandage ont été légèrement assouplies, nous craignons là encore que le processus qui amène l'autorité administrative à prendre des mesures de protection, comme une distance minimale entre les lieux d'épandage et certains lieux publics, ne vienne réduire, une fois de plus, la surface agricole utile et surtout complexifier les périodes de traitement avec les risques de futurs contentieux. Le bon sens des viticulteurs doit l'emporter. Sur le partage de la valeur ajoutée, maintenant, comme en première lecture, mon groupe continue de s'opposer fermement aux clauses miroirs présentes à l'article 6. Enfin, je voudrais signaler les doutes de mon groupe sur la pertinence des mesures d'interdiction de la publicité pour les produits phytosanitaires. En ce qui concerne les satisfactions de ce texte, car il en existe, j'en évoquerai simplement une, et c'est bien mince. Il s'agit de l'article 10 bis sur la protection des appellations d'origine et les indications géographiques protégées. De plus, citons le vin comme partie intégrante du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France. Pourtant, ces minces satisfactions ne nous font pas oublier l'ensemble du texte. Comme je vous l'ai dit, celui-ci ne règle aucun des problèmes de notre agriculture relatifs à l'allègement des charges, aux normes toujours plus nombreuses, ni la rémunération des agriculteurs, mais pire encore, certaines de ces dispositions inspirées par le concept de l'agroécologie, dont on ne sait toujours rien, vont poursuivre l'affaiblissement de ce texte et de ce qui fut autrefois notre première richesse. Pour ces raisons, le groupe UMP votera contre ce projet de loi. Merci, Monsieur César. La parole est à Madame Prima. Merci Madame la Présidente. En mon nom, cette fois-ci, Monsieur le Ministre, voici une loi qui portait un nom prometteur, en ligne avec la rhétorique à laquelle nous sommes bien habitués. Maintenant, depuis 2 ans, nous avons refondé l'école avec le succès que nous savons, voté les emplois d'avenir. Je n'insisterai pas. L'agriculture valait donc bien une ambition, tant nous savons tous que l'agriculture est l'ADN de notre terre de France et est aussi l'ADN de notre économie. En témoigne la passion de nos discussions dans cet hémicycle sur la préservation des terres, sur le loup, sur la forêt, sur les AOC, sur le vin, sur la chasse, sur le cidre parfois, sur lequel nous sommes restés bien longtemps. Et j'en passe, tant nous avons abordé de sujets différents, tous témoins de la diversité de nos régions, de nos départements et de nos terroirs, sans provocation. Sur la base du texte d'origine, nous avons fait des progrès grâce aux discussions au Sénat, à l'Assemblée nationale, et je veux remercier ici notre rapporteur pour son sens de l'écoute, pour son sens du dialogue et parfois pour son courage. Ces progrès sont par exemple, en ce qui nous concerne, des avancées sur les droits de préemption de la SAFER pour lutter notamment contre des pratiques contraires à l'intérêt général, même si je pense que le régime des donations en particulier aurait pu être poussé encore un petit peu plus loin. C'est aussi l'équilibre que nous avons trouvé sur les zones d'épandage. Nous en avons parlé tout à l'heure de produits phyto et je pense aussi en termes de progrès que c'est surtout le fonds de compensation financière qui a été créé pour recréer justement de la valeur lorsque la compensation en surface n'est pas possible. Et sur ce point aussi, nous aurions pu encore progresser en laissant les chambres d'agriculture gérer pour le monde agricole ces fonds de compensation. Ils existent pour le moins. Mais si d'avenir il était question, alors je suis désolée, mais le compte n'y est pas. C'est une loi qui réaffirme, qui renomme une direction empruntée depuis plusieurs années, après l'impulsion du Grenelle, qui corrige des imperfections,
mais une loi qui ne donne pas suffisamment d'impulsion, notamment sur la recherche, mon collègue l'a dit, et qui ne permet pas de mettre en place un pacte de compétitivité économique bien nécessaire. Et c'est enfin une loi qui interroge de nombreux agriculteurs et organisations agricoles sur le droit à l'expérimentation, sur l'utilisation de la science, sur leur avenir économique. Enfin, pour ma part, je continue à être très opposée, et vous le savez, à la perte de responsabilité du ministère sur les AMM, sur les autorisations de mise sur le marché de produits phyto. Je ne suis pas convaincue par l'équilibre qui a été trouvé et j'attends avec une grande curiosité, un grand intérêt pour le moins, les moyens qui seront donnés à l'ANSES pour lui permettre de faire face à toutes ces nouvelles missions, moyens qui ont été annoncés par votre collègue Benoît Hamon vendredi soir. Je ne peux donc pas cautionner cette loi dite d'avenir, je voterai contre, même si, encore une fois, je reconnais que certaines avancées ont été trouvées. Merci, Madame Prima. La parole est à Monsieur Le Cam. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est la troisième loi agricole dont j'ai le plaisir de débattre depuis que je suis dans cette Assemblée, sans compter la loi sur les territoires ruraux de 2005. Effectivement, on constate souvent qu'il y a des avancées dans certaines lois, des reculs dans d'autres, et qu'à l'arrivée, les choses n'évoluent pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter. Cette loi qui consacre l'agroécologie nous intéresse particulièrement, et c'est pourquoi nous la soutenons. Nous avons pu assister dans la période d'après-guerre à une révolution agricole dans ce pays, dont la destination était d'abord de nourrir les Français, puis d'exporter. Ils ont particulièrement réussi, mais aussi avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui et qu'il faut désormais corriger et dont je crois que c'est l'objectif de cette loi, aujourd'hui nécessaire. Ce que nous souhaitons, par-dessus tout, c'est de voir des agriculteurs rester nombreux dans nos campagnes, dans nos communes rurales. Moi qui suis un maire rural d'une très grande commune, en superficie en tout cas, avec plus de 80 exploitations encore aujourd'hui, je suis particulièrement attaché à la présence et à l'installation d'agriculteurs. Et je crois que manifestement, il faut que, pour qu'ils restent nombreux, il faut qu'ils soient rémunérés correctement. Ce qui n'est pas gagné, c'est peut-être là un des points du texte et des textes précédents d'ailleurs qui n'ont pas encore été correctement réglés par la loi. Peuvent-ils l'être ? C'est moins sûr, mais en tout cas, je pense qu'il y a besoin d'améliorer la situation sur ce domaine particulier. Cette loi permettra, je n'en doute pas également, que les agriculteurs soient reconnus par la société française. C'est très important par rapport à la coupure qui peut exister trop souvent entre des gens qui ne connaissent pas le monde de ceux qui les nourrissent. Ensuite, je constate aussi que et je compte sur les pionniers de l'agriculture qui vont emprunter le chemin de cette loi. Les agriculteurs s'observent entre eux et ils ont tendance à imiter ceux qui réussissent. Et le vœu que je forme, c'est que ceux qui s'engageront dans la direction de cette loi montrent l'exemple pour les autres. Il y a bien sûr des barrières, des craintes. Je pense notamment à tout ce qui est dérégulation au niveau de l'Union européenne, à tout ce qui est réglementation au niveau de l'OMC, qui sont et qui restent des obstacles importants à l'agriculture de la France, mais sans doute aussi à celle de nombreux autres pays. Enfin, cette loi a aussi pour objectif de régler la question de l'alimentation mondiale et de la souveraineté alimentaire de l'ensemble des pays. Nous y contribuons. Certains pays pensent que l'agriculture est un sujet secondaire, ils ont tort. Et je crois qu'il faudra aussi que nous puissions les encourager, qu'ils soient du sud ou du nord de l'Europe, à viser à la souveraineté alimentaire. Enfin, cette loi, et je terminerai par là, je considère qu'elle est un virage indispensable pour une question vitale qu'est l'agriculture pour notre pays. Et c'est pourquoi nous voterons pour cette loi. Merci. Merci, Monsieur Le Cam. La parole est à Monsieur Lasserre. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme en première lecture, nous tenons à saluer le travail réalisé par les rapporteurs sur ce projet de loi. Nous l'avons déjà dit, il faut le réaffirmer. Véritablement, il a eu
un travail d'écoute vis-à-vis de tous les bancs de notre Assemblée et un travail de persévérance face à l'Assemblée nationale qui a des fois détricoté ce que nous avions construit en première lecture. Ce travail a permis à chacun d'entre nous d'apporter sa pierre à la rédaction de ce texte. Notons également que nous sommes presque au bout de ce parcours législatif sur ce projet de loi qui a commencé il y a 9 mois maintenant et qui devrait s'achever donc après la commission mixte paritaire ce mercredi. Cette remarque me permet de formuler 2 jugements sur les conditions d'examen de ce texte. D'une part, nous saluons, comme l'a fait le rapporteur M. Guillaume, tout au long de cette deuxième lecture, la volonté du gouvernement de ne pas avoir eu recours à la procédure accélérée. C'est, paraît-il, assez rare pour un texte traitant des questions agricoles. Ceci a permis de meilleurs échanges entre les 2 chambres ainsi qu'avec le gouvernement, et ceci jusqu'à la réunion de la commission mixte de demain. Si je puis me permettre, je ne peux que vous encourager, Monsieur le Ministre, à propager cette bonne pratique à vos collègues du gouvernement qui sont souvent tentés de passer en force leur projet de loi, notamment au niveau de notre Haute Assemblée. D'autre part, regrettons tout de même que l'examen fait à une vitesse vertigineuse en deuxième lecture au Sénat. Apprécions entre nous, entre le 15 et le 24 juillet, soit 9 jours, nous avons eu le délai de dépôt des amendements en commission, la réunion de la commission pour examiner le rapport, le délai des dépôts des amendements pour la séance publique, l'examen en séance publique, la réunion de la CMP, et enfin, demain, ou après-demain, pardon, les lectures des conclusions de la CMP. C'est pas mal. Malheureusement, ceci est difficile à assumer pour bien légiférer. Et sur ce point, nous avons peut-être des progrès à faire. J'en viens désormais au fond de ce projet de loi. Je dois vous avouer un sentiment, je l'ai déjà dit, en demi-teinte. L'agriculture, chacun le sait, est à la fois un des secteurs les plus intéressants de notre pays, un secteur porteur d'avenir qui évolue en permanence et qui est un fleuron de notre économie malgré les secteurs de crise. C'est sans doute ce paradoxe qui est à l'origine de notre attachement aux agriculteurs et aux agricultrices qui font vivre tout un pays et même davantage. Il y a dans ce projet de loi, Monsieur le Ministre, certaines améliorations intéressantes, disons-le, principalement sur des dispositifs actuels. Nous avons déjà dit, le trait est-il un peu lourd, mais tout de même, c'est le sens que nous donnons à notre appréciation. C'est beaucoup plus un toilettage, une adaptation qu'une loi d'avenir. L'équilibre trouvé entre la performance économique et la recherche d'une agriculture verte nous semble meilleur à la sortie du Sénat qu'après la lecture à l'Assemblée nationale. À l'issue de la première lecture, notons un véritable point de désaccord entre les 2 chambres. Je ne vais pas faire un florilège des avancées, je vais volontairement raccourcir mon propos. Nous sommes d'accord pour saluer les réelles avancées qu'il y a eu. Nous avons parlé des phytosanitaires, nous avons parlé de la clause miroir, nous avons parlé de l'examen des différentes dispositions en matière de foncier et les règles de prélèvement. Il y a véritablement toute une série de points qui ont sensiblement avancé. Nous sommes satisfaits d'avoir enregistré l'adoption de certains de nos amendements sur l'article 4, sur l'article 12. Pour résumer, nous restons sur notre analyse originelle. Nous avons dit, là aussi, le trait est-il un peu lourd, mais il vaut mieux tout de même dire les choses pour qu'on se comprenne bien. Un projet de loi qui, de notre point de vue, aurait pu aller beaucoup plus en avant. Consolons-nous en disant que en matière agricole, les projets de loi ne sont jamais un aboutissement, mais souvent ils campent le décor d'actions futures à conduire. Nous avons dit quels étaient les secteurs qui, de notre point de vue, manquent à ce projet de loi. Nous avons souligné le réel travail du Sénat, j'y reviens. La triple ambition, ce sont des mots qui ont souvent été employés, écologique, sociale, économique, cette triple ambition, parce que le challenge est difficile, nous en convenons, mais tout de même, cette triple ambition s'est traduite le plus souvent par des savants équilibres remarquablement cultivés par nos rapporteurs d'ailleurs, beaucoup plus que par des lignes directrices qui se dégagent avec netteté, et nous regrettons bien entendu que la performance économique ne se soit pas dégagée davantage des textes que nous avons examinés. Voilà quel est notre point de vue sur ce projet de loi, sur l'ensemble des travaux que nous avons conduits. En conclusion, pour ces raisons, une très grande majorité du groupe UDI-UC, une très grande majorité, s'abstiendra sur l'ensemble de ce projet de loi. Je vous remercie, Monsieur Lasserre. La parole est à Monsieur Bailly. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous venons donc de terminer l'examen en deuxième lecture de cette loi d'avenir. Je crois quand même dire que c'est passé dans un bon climat. Et je reconnais ici le mérite des rapporteurs, tant ils ont fait d'auditions et aussi pour l'examen de tous les amendements pendant les 2 lectures. Mais je me dis en même temps, tout ce temps passé par vous-même, fallait-il autant, je dirais, pour si peu de concret, afin d'apporter
compétitivité, innovation et surtout valeur ajoutée à notre agriculture et à nos agriculteurs. Monsieur le ministre, vous avez constaté, après la réunion du 1er juillet de la Commission des comptes de l'agriculture nationale, c'est un document des chambres d'agriculture et avec le tampon de votre ministère, donc il est tout récent puisqu'il émane, il est de ce tout 1er juillet. Donc les comptes de l'agriculture, que le revenu agricole a baissé, chers collègues, malheureusement de 22,3 en 2013 par rapport à 2012. 22,3 de baisse du revenu des agriculteurs en 2013 par rapport en 2012. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est cette loi qui va modifier cette situation, même si les jugements sont différents sur ces bancs, parce que j'ai pu voir ici où nous sommes pessimistes, et vous, mes chers collègues, d'un optimisme, comme j'ai pu connaître dans les propos du rapporteur et bien sûr de Monsieur le ministre, optimisme pour notre agriculture, mais croyez bien que je suis beaucoup plus réservé. Je vais d'abord faire 3 constats. La productivité agricole est en hausse aujourd'hui. Un chef d'exploitation réalise un volume là où il fallait 3 agriculteurs en 1980. Donc je ne crois pas qu'on peut trop condamner quand même que les agriculteurs ne remplissent pas leur mission. Deuxièmement, l'agriculture française dégage un excédent commercial de 11,5 milliards en 2013, alors qu'elle était, n'oublions pas, déficitaire dans les années 75-80, et alors que je crois que beaucoup d'autres économies françaises sont pas beaucoup moins performantes sur les marchés mondiaux. Là aussi, je pense que l'agriculture remplit sa mission. Mais malgré cela, si je continue les constats, je constaterai que les productions animales ont une orientation de prix à la baisse, et surtout les porcs et les volailles. Les revenus les plus faibles sont dans ces zones d'élevage extensif, les pâturages, et surtout les zones du Massif central, du Limousin, de l'Auvergne. Globalement, le revenu des éleveurs laitiers aussi a baissé, aussi du fait du coût des intrants. Un bon travail, je dirais, mais en même temps, des baisses de revenus chez les agriculteurs. Quel constat aussi? Un endettement plus élevé des agriculteurs qui s'accroît chaque année. Un besoin de capital important, 240 000 € en moyenne par exploitation, par chef d'exploitation. Et puis, début de carrière difficile par nos jeunes agriculteurs. Et surtout, chiffre que j'ai cité l'autre jour, un sondage qui vient de donner, que 40% des chefs d'exploitation s'interrogent s'ils pourront rester agriculteurs jusqu'à l'âge de la retraite pour des raisons financières. Alors ma question, est-ce que cette loi d'avenir apporte-t-elle les remèdes et les outils, puisque le terme est à la mode, à son avenir? Eh bien, comme je l'ai dit, la réponse n'est pas la même, qu'on soit sur ces bancs ou sur vos bancs. Eh bien, permettez-moi de penser que malheureusement, je pense qu'elle n'apportera pas plus de compétitivité à notre agriculture, qu'elle n'apportera pas plus d'innovation et qu'elle n'apportera pas plus d'une meilleure répartition de la valeur ajoutée, parce que je n'ai rien trouvé dans les règles qui vont avec nos GMS, comment on va pouvoir répartir mieux le profit qui, vous le savez, où il va aujourd'hui et qui cause les chiffres malheureux que j'ai cités tout à l'heure de l'agriculture. Alors après cette loi, l'élevage qui est, comme je l'ai dit, a des difficultés de diverses natures et même, on dit même de désamour avec son environnement, va-t-il redonner espoir aux éleveurs et surtout aux jeunes à s'engager dans l'avenir? Est-ce que dans 3 ans, les jeunes du Massif central, puisque c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, dans ces zones d'élevage, eh bien que cette loi d'avenir aura répondu à leurs problèmes? Eh bien, permettez-moi, chers collègues, d'être moins optimiste. C'est vrai qu'il y a eu quelques avancées, par exemple sur le loup. Bravo, merci, monsieur le rapporteur. Mais n'oublions pas qu'il y a 400 loups en France, ils augmentent de 22% par an. Si on n'en tue pas 88, elles vont encore progresser. Je ne crois pas quand même qu'on sera encore dans ces objectifs. Les lycées agricoles, on en a parlé tout à l'heure, j'espère qu'à la commission paritaire, eh bien, cela sera maintenu. Le défrichement, je ne veux pas en remettre, je l'ai dit tout à l'heure, les bails environnementales, les tribunaux paritaires et les chambres d'agriculture, j'ai retrouvé le chiffre depuis tout à l'heure, c'est quand même 135 millions de moins que les chambres d'agriculture vont avoir, je crois, cette année. Alors quand on me dit on va faire mieux, monsieur le rapporteur, personnellement, je ne sais pas comment on va faire mieux, et ça sera 175 millions pour ma région en 2015, 350 en 2005 et 525 en 2017. Monsieur Bailly, il faut conclure. Chers collègues, eh bien, je vais conclure, Madame la
Présidente, parce que j'ai déjà été indiscipliné l'autre jour, pour vous dire que je ne crois pas que cette loi d'avenir, malheureusement, va apporter l'attente à nos agriculteurs et principalement à nos jeunes. Et c'est pourquoi j'ai à un moment donné m'abstenir qu'aujourd'hui je voterai contre, parce que je ne vois vraiment pas, après toutes ces discussions, d'espoir pour l'agriculture de demain. Merci, Monsieur Bailly. La parole est à Monsieur Gattolin, puis après à Madame Bourzet pour terminer ces explications de vote. Monsieur Gattolin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. On ne va pas gâcher notre bonheur. Cette loi est aujourd'hui une loi importante. Elle est peut-être même, et sans doute, une loi fondatrice dans son esprit et dans ses grandes orientations. Car pendant près de 60 ans, nous avons développé un modèle d'agriculture uniquement tourné vers l'accroissement des volumes, afin d'accompagner les évolutions phénoménales de la société française, mais également du reste du monde en termes d'accroissement de la population, d'accroissement de la richesse, de consommation de la viande, de modification des modes de vie. Et puis, nous avons commencé à réaliser que ce modèle de développement agricole ne pourrait tenir indéfiniment dans cette direction. Nous voulions l'indépendance alimentaire. Ce modèle nous a amené à l'ultra-dépendance de nos éleveurs au soja importé d'Amérique du Sud. 1,5 million d'hectares sont cultivés là-bas, rien que pour nourrir nos élevages en Bretagne, laquelle Bretagne dispose d'1,6 million d'hectares de surface agricole utile. On ne peut pas, dans ces conditions, parler de souveraineté alimentaire. Nous voulions nourrir la planète et nos exportations subventionnées ruinent les cultures vivrières d'un grand nombre de pays. Nous voulions améliorer la nutrition et la santé de notre population et nos modes de production ont eu un impact sur la santé des agriculteurs, des consommateurs et affectent la biodiversité dans une proportion que l'on commence à peine à entrevoir. Alors oui, nous n'avons certes peut-être pas les écologistes obtenus comme nos amis du RDSE une moisson d'amendements, mais comme nous ne sommes pas dans le productivisme, nous pensons que nous avons contribué à ensemencer quelque chose qui va porter pour l'avenir, qui va se faire en progressivité, dans la durée, et c'est le sens intelligent de cette loi. Alors ce projet de loi est le début d'une nouvelle ère pour l'agriculture, pour nos agriculteurs qui nous nourrissent, pour la qualité de notre alimentation, pour la qualité de notre environnement et de notre santé. Ce projet de loi signe le début de la transition vers l'agroécologie et les écologistes se réjouissent de voir bientôt ces principes mis en œuvre. Donc nous voterons effectivement très favorablement cette loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gattolin. La parole est à Madame Bourzet, dernière intervenante inscrite. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de nos travaux. Je serai brève, mais je tenais à vous dire ma satisfaction, car le texte que nous nous apprêtons à voter va permettre un renouveau de l'agriculture en France, en mettant en place l'agroécologie, la transformation des pratiques des professionnels agriculteurs et forestiers vers plus d'actions collectives et de respect de l'environnement, tout en redressant la compétitivité de l'agriculture française qui a beaucoup souffert depuis une décennie. Chacun y a contribué à sa façon et à commencer par nos deux rapporteurs dont je tiens à saluer le travail et au ministre pour son écoute et sa détermination. Le Sénat a conforté les principales innovations introduites par le projet de loi, le groupement d'intérêt économique et environnemental, GI2E, et son pendant forestier, GI2EF, le renforcement de la politique d'installation de l'agriculture et la protection du foncier agricole, les mesures visant à mieux contrôler l'usage des antibiotiques et à limiter l'usage des produits phytosanitaires, le transfert d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, dont nous serons évidemment vigilants sur les moyens qui lui seront accordés, du moins la levée du plafond d'emploi, et la création de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Le Sénat a su faire évoluer le texte. Il a renforcé la dimension sociale des GI2E, renforcé la protection des terres agricoles et créé la compensation agricole. Le Sénat a également permis d'avancer et de consolider le dialogue sylvo-cygénétique et a trouvé les modes de conciliation des intérêts tant des chasseurs que des forestiers. J'ai déjà d'ailleurs remercié M. Mirasso et M. Leroy pour ce travail dans mon intervention en débat général. Lors de cette seconde lecture, le Sénat, à l'initiative du groupe socialiste, a réintroduit la possibilité pour les producteurs de céréales associés dans un GI2E de commercialiser leurs semences sans passer par un organisme stockeur agréé. Il a réintroduit une disposition pour préserver davantage le foncier viticole en AOP.
Il a donné plus de moyens à l'autorité administrative pour encadrer les épandages de pesticides à proximité des habitations. Nous l'avons voté ce soir. Sur la forêt, j'ai déjà développé les principales dispositions et avancées du texte, mais je souhaite redire que les outils mis en place permettront de mieux valoriser le potentiel forestier de notre pays et de répondre aux enjeux économiques majeurs de cette filière. Mais je souhaite réaffirmer l'absolue nécessité de trouver les moyens de pérenniser le fonds stratégique de la forêt et du bois. Nous arrivons à un texte final qui est un beau texte, qui va favoriser le renouveau de l'agriculture de demain et qui va dans l'intérêt des agriculteurs et des forestiers et donc de l'économie nationale. Cette loi d'avenir agricole donne une nouvelle direction et redonne de la visibilité et de la confiance à l'avenir. Elle est cohérente avec les orientations de la PAC et en particulier d'une meilleure répartition des aides, en particulier en direction des éleveurs et des jeunes, Monsieur Bailly, du Massif central comme des régions de montagne. Ils apprécient. Le groupe socialiste votera ce texte. Je vous en remercie. Merci. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Qui est pour voter ce texte? Merci. Qui est contre? Merci, mes chers collègues. Abstention? Merci. Le projet de loi est ainsi adopté. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, Monsieur le Ministre, je voudrais vraiment vous féliciter. Il y a encore la CMP et les conclusions CMP. Vous féliciter pour le texte que vous avez présenté devant le Parlement, qui a un objectif, l'avenir de l'agriculture française. Tout à l'heure était évoquée la rapidité de cette deuxième lecture par notre collègue Gérard César. Je dois dire que la loi d'orientation agricole, il y avait une lecture. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, il y avait une lecture. Il suffit à 2 lectures. Ça a été évoqué par plusieurs et c'est une avancée. Est-ce qu'on aurait pu prendre encore 3 mois, 6 mois, 1 an pour le faire? Je pense que non. Et que ne nous préoccupons pas de la forme. Il fallait terminer ce texte et qu'il soit terminé là pour après que ce soit appliqué. Pourquoi? Parce que l'objectif, il est simple. C'est de s'occuper des agriculteurs et des agricultrices de notre pays et rien d'autre. Alors est-ce que le fait de s'appeler loi d'avenir de l'agriculture est un peu trop important par rapport à ce qu'il y a? Je n'en sais rien, parlons de l'avenir. Mais franchement, est-ce que la loi d'orientation de l'agriculture en 2006 avait vraiment orienté ou réorienté l'agriculture? On peut encore se poser des questions aujourd'hui. Est-ce que la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2009 l'avait vraiment modernisée? Quand on voit tout ce qu'il a fallu faire encore aujourd'hui, sûrement pas. Donc je pense que dans toutes ces lois, il faut être humble et modeste. Il y a une chose de concrète, c'est que l'agriculture doit évoluer, doit se moderniser, doit se réorienter et doit s'occuper de son avenir. Et c'est l'objet de cette loi. Et je veux vraiment saluer et féliciter le ministre de nous avoir présenté ce texte. Moi, comme rapporteur, avec mon collègue Philippe Leroy sur la forêt, mais en ce qui me concerne, je n'ai pensé qu'à une chose toujours, lorsque nous avons eu à aborder les sujets. J'ai pensé aux agriculteurs et aux agricultrices de mon département que je connais bien, qui est un département où il y a beaucoup de filières, où il y a beaucoup de crises, comme partout. Et je me suis dit, mais est-ce que ce qui est présenté dans cette loi est bon pour eux? Et à travers eux, est-ce que ça peut être importé sur l'ensemble du territoire national? Et c'est la seule orientation qui nous a permis d'avancer. Et c'était l'équilibre et le pragmatisme. Et je crois que nous avons avancé sur ce sujet. Alors, je ne vais pas faire d'intervention ce soir. J'aurai peut-être l'occasion, dans la discussion de la CMP jeudi, d'intervenir. Je veux simplement préciser 2 ou 3 choses. Ces 2 lectures ont permis d'enrichir le texte et non de le dénaturer. Elles l'ont enrichi parce qu'elles ont jeté des bases importantes pour le monde agricole. 4 points. Statut juridique au GI2E, très important. Le renforcement de l'installation des jeunes agriculteurs. Il faut quand même se rappeler où on en était avant. Il faut se rappeler ce qu'ont dit les JA ces derniers temps. Et il faut regarder où on en est aujourd'hui sur l'installation des jeunes agriculteurs. Je crois que c'est accepté et soutenu par tout le monde. Le remplacement de la SMI par l'activité minimale d'assujettissement est une avancée.
Le troisième point, c'est la lutte contre l'antibiorésistance, ça a été évoqué, et c'est une belle avancée là aussi. Les autorisations de mise sur le marché, même si ça n'a pas convaincu Madame Prima, et à mon grand regret, mais là, c'était pour mettre du concret dans ce qui se passait. Nous en avons débattu des heures et des heures, et je n'y reviens pas. Et que dire de l'IAV2F qui permet justement, sur la recherche, sur l'enseignement supérieur, sur la mise en réseau, sur la coordination, sur la modernité de l'agriculture, d'aller plus loin. De nombreuses avancées ont été obtenues à l'Assemblée nationale en deuxième lecture et conservées par le Sénat. Le bail environnemental, nous en parlerons, mais enfin, rappelez-vous d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés aujourd'hui. Le statut d'associé coopérateur stagiaire, quelque chose de très important. Tout à l'heure, notre collègue Gérard César, qui connaît bien mieux que moi l'agriculture, parlait des coopératives et de la clause miroir. Mais là encore, mes chers collègues, rappelez-vous il y a 6 mois et regardons le consensus aujourd'hui, accepté par toutes les coopératives, notamment par COP de France, pour régler le problème de la clause miroir. Et ça a été une bonne chose, nous l'avons fait grâce à la discussion de toutes et tous, mais grâce à la grande ouverture d'esprit de Stéphane Le Foll et de son ministère. Le vin dans le patrimoine qui a été élargi, c'est une belle avancée. Le droit de préemption des SAFER sur la nue propriété des terres, la gestion du registre des actifs agricoles confiés aux chambres d'agriculture, là aussi, ça a été une demande de tous et nous l'avons obtenue. Une définition plus souple des PNPP et enfin réguler l'utilisation des pesticides. Mais il reste encore quelques points à voir en CMP et des points qui seront importants, notamment sur les CDP-NAF. Nous avons exclu au Sénat leur intervention sur les PLU couverts par les SCOT, parce que nous croyons à la responsabilité des élus locaux et pas toujours rajouter des strates. Sur les questions d'urbanisme, parce que dans les amendements que nous avons présentés, nous avons assoupli l'interdiction d'extension ou de changement de destination des bâtiments agricoles à des fins de pouvoir loger. Ça fera partie des points durs, vraisemblablement, que nous aurons à aborder en CMP, mais nous le porterons parce que c'est important. Sur le loup, nous l'avons évoqué ici. Là, je pense que, outre Madame la ministre de l'écologie et Stéphane Le Foll, il y a un débat sur le loup. Donc ne soyons pas manichéens, regardons où nous voulons aller et où nous ne voulons pas aller. Et ça fera partie, là encore, d'un vrai débat. Sur les laboratoires départementaux d'analyse, il faut vraiment insister et la loi doit reconnaître qu'elles exercent une mission de service public. Et là-dessus, je pense que ça fait partie des points forts sur lesquels nous devrons tenir en commission mixte paritaire. Nous avons rétabli les campagnes d'information sur les produits frais et les chaînes publiques. Et, Monsieur le Ministre, j'ai voulu vous rendre hommage, vous n'étiez pas là vendredi, sur ce que vous avez décidé de faire pour la fin juillet, début août, sur la promotion des produits français, des fruits et légumes et des produits marchés, très important. Le patriotisme français, c'est aussi le patriotisme en agriculture et c'est aussi le patriotisme pour nos produits et il fallait le faire et merci de vous y être engagé. Et puis évidemment, nous avons, et je vais terminer par là, parce que le président Raoul est incontournable, nous avons supprimé les rapports au Parlement et nous verrons ce qu'il en sera. À l'arrivée, permettez-moi de vraiment remercier le ministre de l'Agriculture et puis de saluer notre immense président Daniel Raoul. C'est sa dernière loi. Comme il le dit, il aura fait carton plein parce qu'il y en aura eu beaucoup dans cette année 2014, des lois portées par la Commission des affaires économiques. Et enfin, je veux vous dire, pour conclure, vraiment tout le plaisir que j'ai eu à être ce modeste rapporteur avec tous les collègues de la Commission des affaires économiques, des dizaines et des dizaines d'heures d'entretien, d'auditions. Nous avons beaucoup discuté. Comme on dit dans le Sud, nous avons parfois bataillé, mais toujours dans le même objectif. Parce que nous avions tous un objectif commun, avec des orientations politiques différentes. C'est le bien-être de l'agriculture et comment demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça qui nous a portés. Et moi, j'ai accepté toutes les discussions, parce que chacun, dans ces discussions, avait sa vérité ou sa part de vérité. Personne n'a triché, personne n'a évoqué des sujets annexes. Tout le monde a dit voilà comment je vois les choses. À nous d'essayer de rassembler tout cela, de faire en sorte que la force du Sénat à la commission mixte paritaire arrive à faire encore à améliorer le texte. Et Monsieur le ministre, cher Stéphane Le Foll, je crois que vous pouvez être vraiment fier d'avoir porté cette loi d'avenir. Elle restera, elle marquera notre pays et l'agriculture. Après vous, il y aura d'autres ministres qui feront d'autres lois et on aura les mêmes débats. Est-ce que celle d'avant était bonne ou elle n'était pas bonne?
Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, cette loi d'avenir va être un tournant important pour notre agriculture. Espérons deux choses à l'arrivée, que les agriculteurs vivent mieux demain qu'aujourd'hui avec des revenus qui soient supérieurs et que la compétitivité de l'agriculture française se voit à l'export. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Leroy. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, à mon tour, je voudrais porter témoignage de la qualité des travaux du Sénat au cours des deux lectures que nous avons examinées ensemble. Je voudrais saluer Daniel Raoult, qui est un très bon président de commission. Il le fait avec humour, ce qui est souvent aidant, entre guillemets, et il le fait avec la qualité d'un scientifique. C'est riche de trouver un président de commission qui soit un scientifique et non pas un juriste. Il a su assumer ses responsabilités. Merci à lui. Je voudrais remercier aussi Marie Labretèche et son équipe, en soulignant au passage qu'ils ont été surchargés et qu'ils ont été quelquefois injustement décriés, mais simplement, il faut indiquer que la Commission des affaires économiques fonctionne mal dans la mesure où elle a des fonctionnaires en nombre insuffisant, pas en qualité. La qualité est là, mais le nombre est insuffisant pour le nombre de sujets traités. C'est une parenthèse, mais on sème toujours quelques cailloux pour l'avenir. Cette loi, Monsieur le Ministre, qui est votée, nous apporte des satisfactions en matière forestière. C'est évident. Et notamment, tout à l'heure, dans la passion du jeu, vous aviez dit on ne fait rien pour le regroupement. Non. Le regroupement de la petite forêt privée, est bien pris en compte dans cette loi. La création des groupements des GI2E forêt, c'est un progrès. Les moyens qu'on a mis autour me semblent utiles. Et ça, c'est formidable. Avec mon ami Mirassou, vous savez, ça n'a pas été facile d'inventer pour la première fois un accord entre les forestiers et les chasseurs. On va le couver, cet accord, et on va le faire vivre. Mais ça, c'est un progrès. On retiendra cela des discussions. Un regret, avant de parler des espérances, un regret, vous savez, je regrette beaucoup. Et je crois qu'on sera nombreux à regretter la volonté de donner suite aux espérances de ceux qui veulent créer des interprofessions éclatées. On est en train de casser l'unité des interprofessions bois, et j'en ai parlé déjà dans le débat général. Malheureusement, les choses sont écrites, sont faites, et je souhaite qu'on puisse revenir dans le futur sur la nécessité de l'unité des actions interprofessionnelles forestières. Alors, désespoir, il y en a beaucoup. Désespoir, Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter. Et je l'ai souvent dit, vous avez eu le courage d'établir le fonds stratégique. Et désormais, Monsieur le ministre, nous allons devoir ensemble faire en sorte qu'on le transforme en compte d'affectation spéciale pour lui donner la pérennité. Et je sais que vous êtes d'accord sur le fond, et nous aurons à conduire ce combat pour la prochaine loi de finances à l'automne prochain. Voilà une espérance d'un combat que nous pourrons conduire ensemble, tout le Sénat renouvelé, réuni autour de vous. Et puis une espérance, Monsieur le ministre. Une espérance qui est un vœu, mais je souhaite qu'on puisse travailler réellement sur le terme forestier de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier. Alors là, le volet forêt est à creuser. Je réfléchissais un peu, qu'allons-nous mettre dedans? On n'a pas grand-chose à mettre dedans. On est arrivé à un stade tel qu'il nous faut des trésors d'imagination pour, recréer des sylviculteurs
d'écoles françaises. Ils sont utiles en France et ils seront utiles dans le monde. Nous avons la plus grande forêt équatoriale en bon état. Nous sommes des propriétaires forestiers en Guyane. Nous avons une expérience forestière extraordinaire et nous avons à recréer, à reformer des sylviculteurs français qui étaient demandés dans le monde entier il y a encore 50 ans. Ça, c'est un gros effort, l'enseignement forestier et la recherche forestière. On a la forêt feuillue la plus importante d'Europe, forêt feuillue dont on ne sait pas utiliser les produits, faute de recherche, faute d'imagination. Nous avons un déficit du commerce extérieur qui ne tient pas au fait que nos industriels et nos forestiers soient mauvais, ça tient simplement au fait que les débouchés des bois feuillus aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde entier, les débouchés valorisants des bois feuillus n'existent pas encore. Ils sont à inventer, et notamment dans le domaine du bâtiment. Monsieur le ministre, la grande espérance que j'ai, c'est que l'Institut agronomique vétérinaire et forestier trouve réellement, et on s'y attachera au Sénat à vous aider, trouve réellement un contenu au terme forestier. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, je voudrais, Madame la Présidente, remercier tous les sénateurs qui ont participé à cette deuxième lecture, avoir un mot particulier pour le président Raoult, comme ça a été dit. Il a, je le sais, animé tout ça avec à la fois, ça a été dit, son humour, sa rigueur et sa rationalité de scientifique. Mais je voudrais le saluer pour le travail qui a été fait. Saluer le rapporteur, Didier Guillaume, bien sûr, avec qui, je crois, beaucoup de mes collaborateurs ont passé beaucoup de temps, mais c'était utile et nécessaire. Saluer Philippe Leroy pour le travail qui a été fait ensemble sur la question forestière, et c'est très important. Ça faisait longtemps qu'on en avait parlé, il faut qu'on en reparle. Et puis saluer tous les sénateurs qui ont participé directement, indirectement à la construction de cette loi. Je pense en particulier à ce fameux accord qui restera et qui a failli bouger sur sylviculteurs et chasseurs. Mirassou, le roi, qui, je vous le dis, même s'il y a eu encore des tentations, était l'équilibre nécessaire pour qu'on puisse renouveler, gérer la forêt et en même temps assurer une chasse qui soit acceptable. Tout ça, ça fait partie d'une loi. J'ai entendu quelques critiques et c'est normal. Est-ce que c'est une loi d'avenir? C'est une loi. Une loi ne répond pas au présent, ni n'est pas là pour régler des problèmes qui sont en fait des problèmes qui se règlent par la dynamique qu'on est capable de créer. Vous parlez de la compétitivité. Je ne vais pas faire de polémique, mais si ça se décidait par une loi, il aurait suffi que vous votiez une loi sur la compétitivité. L'agriculture, aujourd'hui, c'est compétitive. La question de la recherche, que vous me reprochez souvent, mais la recherche de la même manière, ce n'est pas une loi qui la décide. C'est un processus qu'on met en route. C'est des chercheurs qui font la recherche. Donc sur les arguments, je les entends et en même temps, je me dis que tout ça, c'est pas l'enjeu de la loi. Quel est l'enjeu de la loi? La loi, c'est ce qui était dit tout de suite. C'est est-ce que dans le cadre législatif qu'on va offrir demain, il y a des outils pour mobiliser des énergies, pour engager des processus, pour faire en sorte que des choses qui semblent pas acquises aujourd'hui, qui ouvrent des perspectives, puissent être saisies par les acteurs forestiers, agricoles, industriels, alimentaires. Que l'enseignement, la recherche soit au service d'un projet justement collectif. C'est tout l'enjeu de l'agroécologie. Vous savez, ici sur ces bancs, vous êtes des spécialistes des questions agricoles. Et je ne vais pas vous raconter à vous l'histoire de la modification, de la modernisation de l'agriculture. Elle a souvent été rappelée. La mécanisation, la recherche de la production pour une autonomie. Alors après, on peut en discuter. Est-ce que le fait d'importer des protéines végétales nous rend autonomes? Mais en même temps, quand on sort de la Seconde Guerre mondiale, on est dépendant. Dépendant en production porcine, dépendant en production laitière, totalement dépendant en produits finis. Bon. Ça a été l'objet de cette révolution. Mécaniser, remembrer, spécialiser.
Tout ça, ça s'est fait en 30 ans. Et aujourd'hui, je le dis, c'est pour ça que c'est important cette loi, c'est qu'est-ce qu'on a comme responsabilité, nous? Parler de compétitivité, oui. Parler de recherche, bien sûr. Parler d'innovation, sûrement. Faire en sorte que les agriculteurs aient des capacités à s'installer, oui. Redonner aux SAFER des pouvoirs pour pouvoir gérer le foncier, oui. Mais l'enjeu, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les 10-15 ans qui viennent. Et c'est là qu'il y a le débat, c'est là qu'une loi peut être utile. C'est de poser les bases de ce qui va être, ce qui a déjà commencé, hein, ce qu'ont déjà fait les agriculteurs sur la question environnementale. Mais ce qu'on doit engager de manière plus profonde, plus générale, plus horizontale. Vous avez évoqué souvent le Grenelle de l'environnement. Il avait dit, le Grenelle de l'environnement, pour l'agriculture, c'est 20% de surface agricole utile pour la bio. Plus les phytos. C'était un objectif. Mais il n'y a pas eu de loi derrière. Rien n'a été mis en œuvre pour enclencher un processus. Et moi, ce n'est pas simplement les 20% de surface agricole utile en bio qui m'intéressent, c'est le fait que l'agriculture fasse une mutation. Pas brutale, pas en 2 coups et en 2 soirées, sûrement pas, mais qu'on donne des cadres avec les groupements d'intérêt économiques environnementaux, qu'on fixe des objectifs avec l'agroécologie, qu'on travaille sur le plan éco-phyto, qu'on fasse en sorte que sur la lutte contre l'antibiorésistance qui est engagée, on aille plus loin, qu'on fixe le cadre législatif qui va donner à tous les acteurs cette capacité de créer une dynamique et de réussir au bout cette mutation. C'est ça l'enjeu. Alors après, on peut discuter, mais c'est ça l'objectif de la loi. Et je crois qu'une loi, je ne sais pas, je ne vais même pas m'avancer, elle sera réussie que si elle a eu une résonance chez tous les acteurs. Et vous me parliez d'agroécologie tout à l'heure, je constate que dans les instituts de recherche, par exemple, aujourd'hui, se créent des débats sur l'agroécologie. Que justement, parce qu'on n'a pas fermé tout, mais qu'on a ouvert des perspectives, les gens commencent à y entrer. Que j'ai rencontré tout à l'heure la FNP, la Fédération nationale porcine, que sur la question de l'agroécologie et de la manière d'intégrer la production porcine, non pas en la montrant du doigt tout le temps, mais eux, ils sont d'accord pour le produire autrement. Ils m'ont même donné déjà des exemples de ce qui était en train de se faire. Et ils adhèrent à ce projet. Parce que derrière, il y a aussi l'idée, parce que ça c'est très important, que l'environnement ne s'oppose pas à la production. Et qu'on peut produire en agriculture en ayant le souci de l'environnement. Les deux vont de pair. Le débat jusqu'ici, il a été pipé. C'est vous faites de l'environnement, vous ne faites pas de la production, vous faites de la production, vous ne faites pas de l'environnement. Eh bien, je pense que le cadre qu'on a posé par la loi, c'est de dire enfin, les deux sont compatibles. Et vous y avez à rajouter au Sénat la dimension sociale. Triple performance. Performance sociale, performance économique, performance environnementale. Ben, c'est ça à quoi sert une loi. À créer des débats, à enclencher des processus, à mobiliser des énergies. Je crois que tout ça est dans ce texte. J'espère en tout cas qu'au travers de tous ces débats, sur tous les sujets, chacun a pu, au travers des questions qui se posaient, des discussions que nous avons eues, faire progresser une grande cause, celle de l'agriculture et de la forêt française.